Donc, la conférence d'aujourd'hui, c'est découvrir la lecture intuitive et soins de l'aura et des chakras, selon la spirale évolutive que je vais vous présenter, pas en détail parce qu'évidemment, je ne voudrais pas que ça soit quelque chose de trop lourd, en termes de sujet. Je vais vous présenter un peu comme un survol pour vous présenter également, un nouvel enseignement qui est mis en place, sur la pleine conscience intuitive. Alors moi, mon nom est Sylvain Bélanger. Je fais des pratiques intuitives depuis plus de 30 ans. Donc, j'ai fait des lectures intuitives, j'ai jamais cessé d'en faire. Donc, j'ai beaucoup de personnes que j'ai rencontrées tout au long de cette carrière-là. Et j'ai donc pu observer des champs des auras et des chakras et des composants psycho-émotionnels chez une personne. Et j'ai cherché donc à accompagner les gens, puis à les aider, tant pour des problèmes de santé physique que pour des problèmes de santé autres, hein. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans une démarche de travailler d'une façon holistique sur les gens, donc de pas juste, travailler sur la santé physique ou énergétique chez des gens malades, mais de travailler également sur des problématiques existentielles, relationnelles et autres. Donc j'ai travaillé sur plusieurs types de situations et ça m'a amené donc moi vers l'enseignement, c'est-à-dire qu'après, 5 ans de pratique en tant que thérapeute, j'ai comme souhaité, voulu enseigner. Pourquoi? Mais parce que j'avais suivi des formations avec des guérisseurs chamans qui m'avaient fait comprendre que j'avais une facilité, donc c'était une super bonne nouvelle, j'avais une facilité à développer ces habiletés-là, sauf que ces enseignements-là ne me permettaient pas de comprendre comment ça fonctionnait, le développement de l'intuition et des soins. Donc, ces 5 années-là m'ont permis un petit peu de prendre un recul aussi sur, ce que j'avais reçu, m'a permis également de me poser des questions sur comment ça se fait que moi j'avais de la facilité et que d'autres personnes qui suivaient la même formation que moi à l'époque n'avaient pas la même facilité ou n'arrivaient pas à des résultats et ça m'a amené progressivement donc à me dire, bon, ben, qu'il fallait développer une méthode, que la méthode était manquante, que souvent les guérisseurs chamans, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font expérimenter des choses sans comprendre, sans nous donner accès à la compréhension. Alors moi, ça m'a donc l'objectif que je me suis dit, c'est ce serait bien qu'on soit capable de comprendre. C'est-à-dire que si je fais une lecture intuitive à une personne, ben, puis que je lui montre que je suis capable de le faire, ce serait bien que je suis capable aussi de lui enseigner. C'est-à-dire que je suis capable de lui démontrer que tout être humain sur Terre a la capacité à développer ces habiletés intuitives-là et ces habiletés donc à soigner et à déprogrammer. Donc, c'est ça un petit peu qui m'a amené, donc à développer ce que j'appelle aujourd'hui la pleine conscience intuitive, qui est donc une méthode justement qui a pour objectif, heu, de développer l'habileté intuitive. De quelle façon qu'on peut arriver à développer ces habiletés intuitives-là? C'est en reconnaissant que moi, je reconnais moi qu'il y a l'imaginaire et mon véhicule. Mon véhicule qui me permet de déplacer, ma conscience dans mon être, par exemple. C'est-à-dire que moi, si je veux développer ma pratique intuitive, comment je peux accéder à ces voyages-là intérieurs que je peux effectuer? Ben, je dois avoir un véhicule qui va me permettre de déplacer ma conscience qui se trouve dans ma tête vers mon genou, par exemple. Donc cette capacité que j'ai de me déplacer, ben, va être directement associé au fait que l'imaginaire va être mon véhicule me permettant de le faire. Alors, je vais vous demander de fermer votre son, hein, ceux qui ont pas, peut-être qui ont encore le son ouvert pour éviter d'être dérangés par cela. Et donc, excusez-moi pour le petit délai. Bon, voilà. Je n'arrive pas à fermer le son de mes Béatrice. OK. Alors, je vais vous demander donc de faire attention à votre son pour qu'il soit fermé. J'essaie, moi, de le fermer, de vous le fermer, pour éviter justement qu'on soit dérangé par le bruit. C'est toujours un petit peu ennuyant quand une conférence a lieu, que le bruit soit présent. Donc, voilà. OK. Donc, j'étais en train donc de vous parler de la pleine conscience intuitive. C'est cette méthode-là que j'ai développée qui me permet donc d'utiliser mon véhicule imaginaire, c'est-à-dire que je reconnais que l'imaginaire est un véhicule me permettant de me déplacer dans mon être, de me déplacer vers mon genou, par exemple, de constater que dans mon genou, il y a des images, des sensations et des mots qui vont émerger de mon genou, comme si mon genou voulait me parler. Et comme mon genou veut me parler, ben moi, je vais être dans une position de témoin, je m'adresse à ce genou-là pour communiquer avec lui, pour qu'il y ait comme un genre d'échange d'informations qui circule entre moi et mon genou, comme si mon genou avait la capacité de me transmettre de l'information et que si je discute avec lui, ben mon genou est capable de me dire pourquoi il ne va pas bien. Et c'est là quelque part qu'on développe la lecture intuitive, c'est-à-dire ma capacité à constater que dans mon corps, il y a des messagers. Les messagers, c'est qui? C'est ce qu'on pourrait dire ça comme ceci, c'est que toutes les cellules de mon corps sont animées par une forme de conscience intelligente et que si je prends le temps de discuter avec les cellules de mon corps, je vais constater que
ces cellules-là, on possède cette intelligence-là, cette sagesse-là, ils sont capables de me transmettre de l'information. C'est-à-dire qu'on reconnaît aujourd'hui que notre cerveau de la tête est important. C'est le cerveau, quelque part, qui nous permet d'être conscient. On a reconnu aujourd'hui, maintenant, que le cerveau du cœur est important aussi, qui nous permet donc davantage de développer ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et le cerveau du ventre, qui est important aussi, puisqu'on reconnaît que le cerveau du ventre est très étroitement relié à ce qu'on pourrait appeler les aspects plus primitifs de l'être que nous sommes. Donc, ces trois cerveaux-là sont donc importants, mais à travers la pratique intuitive, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a un cerveau quantique. Le cerveau quantique, c'est-à-dire que toutes les cellules de mon corps, finalement, sont animées par une forme de sagesse, une forme d'intelligence, qui est une forme d'intelligence aussi, et qui me permet donc d'optimiser, d'augmenter mon habileté à être conscient de ce qui se passe en moi. Donc, la pratique intuitive que j'ai développée a cette capacité donc d'être capable de voyager à l'intérieur de soi pour justement mieux comprendre qui on est. Ça, c'est une première chose à savoir. Et cette méthode-là, quelque part où elle devient vraiment souvent fascinante, c'est lorsqu'on découvre qu'il est possible de déplacer ma conscience que j'ai en moi vers un partenaire. C'est-à-dire qu'un partenaire, ben, ça peut être une personne de la salle ici, ça peut être une personne qui est à l'autre bout du monde, qui peut être en Chine, et moi, je peux de la même façon déplacer ma conscience avec le support imaginaire pour me relier à cette personne-là et constater que cette personne-là va émettre de l'information vers moi. C'est-à-dire qu'il y a des images, des sensations, des mots qui vont s'exprimer de cette personne-là. Et je vais pouvoir donc échanger avec les perceptions qui se manifestent à moi. Et encore là, ces perceptions-là sont intelligentes, donc elles sont animées par une forme de message qu'elles vont me transmettre et qui vont me permettre de comprendre mon partenaire. Et ça, on pourrait appliquer ça évidemment à toute forme d'organisme vivant. C'est-à-dire que cette habileté de la pleine conscience intuitive s'applique vers moi, s'applique vers tous les êtres humains, mais s'applique vers les animaux, s'applique vers tout organisme vivant comme un arbre, un fruit, un légume, bon, tout ce que vous pouvez imaginer qui nous permet quelque part d'être en étroite relation avec le vivant autour de soi. Donc avec l'étoile, avec les planètes, vous voyez, il y a énormément de possibilités. Maintenant, pour être capable de ne pas se laisser envahir par toutes les possibilités, bien évidemment, il faut développer un cadre de rigueur. Et le cadre de rigueur ben, nous ramène à nous dire, bon, ben, moi, si je veux développer mon habileté intuitive et que je peux parvenir à constater que ces habiletés intuitives peuvent m'apporter quelque chose, ben, je dois avoir une certaine rigueur. Hein. Une rigueur, c'est que je ne peux pas dire n'importe quoi sans prendre le temps de vérifier ce que je vais dire. Donc, l'intuition, évidemment, elle n'est pas, c'est pas une porte d'entrée vers la folie. C'est une porte d'entrée vers une forme de sagesse et intelligence. Et évidemment, il y a un danger que quand on ouvre la porte à cette sagesse et cette intelligence-là, qu'on puisse se perdre dedans. C'est pour ça que toute la démarche intuitive que j'ai développée a cette espèce d'encadrement, donc de rigueur, qui nous ramène justement à vérifier ce qu'on dit. Hein, parce que souvent, on peut dire des choses, on pourrait dire, ben moi, je peux voler, hein, je l'évite, hein, je pourrais dire, je l'évite. On peut tous l'éviter, je l'évite. Je peux l'affirmer, mais si je ne le fais pas, si je ne suis pas capable de concrètement le faire, ben, quelque part, je ne peux pas me dire que je suis capable de le faire. Je peux émettre l'hypothèse que tous les êtres humains peuvent l'éviter. Mais si moi, je ne l'évite pas, ben, je peux simplement dire, ah ben oui, ça serait une possibilité, mais je ne peux pas le démontrer. Donc, vous voyez, c'est ça un peu la nuance entre ce qu'on peut dire avec l'intuition, quelque part, ça va nous enrichir, ça va nous apporter une certaine forme d'ouverture vers le monde, mais on doit éviter quelquefois de se perdre, évidemment, dans des fantaisies ou des choses qui sont pas, qu'on ne peut pas démontrer. Alors ça, c'est un peu le discernement qui est vu à travers cela. Après la lecture intuitive, qu'est-ce qui m'a beaucoup intéressé, moi, c'était la notion de soin. Et la notion de soin ouvre vraiment une horizon assez intéressante. Parce qu'on peut dire, ben moi, je travaille sur l'oreille et les chakras. Je vais bientôt aborder la notion de l'oreille et des chakras en profondeur, mais ici, je le présente plus ce qu'est la pleine conscience intuitive. Mais l'idée, c'est que moi, je peux voir chez quelqu'un un désordre dans son champ d'énergie. Ce désordre-là, je pourrais dire, ah, ben, tu as un blocage à tel endroit. Alors évidemment, quand je fais ça, je suis en train de faire un diagnostic, pourrait-on dire. Un peu comme un médecin qui dirait, tu as telle maladie. Et puis moi, je trouve qu'on néglige la notion de vivant quand on fait ça. Pourquoi je dis ça? Parce que si moi, je reconnais qu'une personne a une perturbation et que je suis dans un processus de lecture intuitive, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais m'adresser à la perturbation et je vais lui demander pourquoi elle est perturbée, quelle est sa souffrance, quelle est sa douleur. Et si elle me répond une information, ben moi, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est que plutôt que de faire le constat qu'il y a un désordre et de rester là, puis à le regarder, puis à figer la personne en lui disant, vous avez un désordre à tel endroit, je peux très bien également faire une action de déprogrammation de la mémoire cellulaire. D'où vient cette idée de la déprogrammation? Ça vient de l'idée que de plus en plus de recherches qui démontrent que la conscience est capable d'influencer la matière.
Ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, j'ai une conscience. Cette conscience-là, on l'a vu, elle peut voyager en moi ou elle peut voyager vers un partenaire. Et l'intérêt de la déprogrammation, c'est de constater que je peux, dans l'action de soigner à distance, hein, parce que si je suis ici, puis que vous êtes à l'autre bout du monde, je peux très bien le faire. Si vous êtes devant moi, ben, on a une certaine distance aussi de toute façon. Donc, cette idée de l'action à distance, c'est que ma conscience peut se déplacer de moi vers vous et elle peut être animée par de l'information. C'est-à-dire que si je sens que la personne qui est devant moi a besoin de courage, je peux donc lui transmettre de l'information de courage qui va se manifester dans son corps et que si elle se manifeste dans son corps, cette émotion de courage, mais il va y avoir une transformation qui va se produire chez elle. C'est-à-dire que la perturbation que je percevais chez cette personne-là, si je lui donne ce dont elle a besoin pour qu'elle ne soit plus en état de perturbation, elle va se modifier, elle va se transformer. Et elle va me montrer finalement comment elle se manifeste lorsqu'elle est finalement libérée. Est-ce qu'on lui a donné son courage, par exemple? De quelle façon qu'elle se manifeste à moi pour me montrer le chemin de la guérison? Pour moi, le chemin de la guérison touche tant l'aspect physique, énergétique que émotionnel, mental, causal, spirituel. Vous voyez, c'est la guérison globale qu'on va chercher à faire ici. Ce n'est pas simplement une guérison de la maladie physique. Hein, je vous parle de vraiment quelque chose de plus holistique ici. Je ne veux pas évidemment vous faire croire que la guérison physique n'est pas importante, la guérison énergétique, mais bien évidemment que moi, ce que je veux faire comprendre, c'est que tout ça est dans le même observation, finalement. C'est-à-dire que quand je regarde une perturbation physique d'une personne, ben, elle a des conséquences énergétiques à ça, des conséquences psycho-émotionnelles à ça et des conséquences spirituelles. Et que plus on apprend à regarder ça d'une façon plus globale, plus on apprend justement à pouvoir accompagner une personne d'une façon beaucoup plus riche que si on la réduit à une certaine condition. Hein. Si on réduit, par exemple, à tu as une problématique énergétique. C'est intéressant, la problématique énergétique, mais on va le voir, évidemment, que cette problématique énergétique est animée par des mémoires psycho-émotionnelles. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus vaste que ça à reconnaître là-dedans. Donc, la pleine conscience intuitive, c'est lecture intuitive, déprogrammation des mémoires cellulaires. Et le troisième aspect, c'est le soin. Alors, le soin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, je suis, je suis capable d'emmagasiner de la lumière. Alors, pourquoi je dis emmagasiner la lumière? C'est-à-dire que ma capacité à me relier à l'énergie de la Terre, la Terre produit un champ électromagnétique, le champ Schumann, je peux me syntoniser à cette énergie-là et la faire venir en moi, et je peux me syntoniser à l'énergie du ciel pour qu'elle vienne en moi également, pour faire en sorte que je devienne, en fin de compte, un canal. Le canal fait que l'énergie circule dans mon cœur, les deux énergies se rejoignent dans mon cœur, et ensuite, je peux ensuite la redistribuer dans mes mains, et ensuite la redistribuer soit vers moi pour me soigner, ou soit vers un partenaire pour la soigner. L'important de comprendre encore ici du soin énergétique, c'est que si moi j'interviens sur une personne, cette personne-là, en lui envoyant de l'énergie, je modifie sa condition énergétique. Donc, il y a des transformations qui vont se faire pendant que je lui envoie de l'énergie. Si je l'envoie sur une deuxième personne qui est différente, donc, évidemment que cette personne va recevoir différemment le fait que j'envoie de l'énergie vers elle. Et je l'envoie vers une troisième personne, cette troisième personne-là aussi va recevoir différemment l'énergie que je lui envoie. Ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que la pleine conscience intuitive implique que quand je fais quelque chose, je cherche le plus possible à être conscient de comment mon partenaire, si je le fais sur un partenaire, va réagir aux soins que je vais faire. Si je le fais sur moi, bien, de quelle façon que moi-même, je vais recevoir cette énergie-là. C'est intéressant de comprendre ça parce que ça veut dire finalement que la capacité que j'ai d'utiliser la lumière, c'est comme un peu comme une capacité de révéler finalement comment le corps reçoit son potentiel santé. C'est-à-dire que plus moi, quelque part, je ne suis pas bien, mais quelque part, je suis en besoin. Et si j'envoie de la lumière vers cette personne-là qui est dans le besoin, ben, cette personne qui est dans le besoin va réagir à cette lumière-là d'une façon qui lui est propre, qui va finalement être, soit qu'elle va le recevoir favorablement, soit qu'elle va résister, elle va se fermer parce qu'elle a peur de la lumière. Et vous allez me dire, mais pourquoi elle aurait peur de la lumière? Mais parce qu'on a peur de la vie en général. Hein, qu'est-ce qui fait effectivement que l'être humain aujourd'hui n'est pas en pleine harmonie avec la vie? La vie dans le sens de la planète Terre, du cosmos. Comment ça se fait que l'être humain n'a pas appris à collaborer, à vivre ensemble, par exemple, sur la planète Terre? Comment ça se fait qu'on n'a pas compris que la planète Terre fonctionnait d'une certaine façon et qu'on a cherché à lui imposer un rythme qui n'était pas le sien? Comment ça se fait? Tout simplement parce qu'on n'a pas respecté la vie. Ce qui explique justement que nous, en tant qu'êtres humains, en tant qu'individus, on ne se respecte pas non plus. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on accepte, nous, en tant qu'êtres humains, de fonctionner à un rythme de vie qui n'est pas le nôtre? Qu'est-ce qui fait qu'un travail, par exemple, nous oblige à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire? C'est simplement parce qu'on doit survivre.
survivre dans un système, dans une structure sociale qui nous a imposé quelque part quelque chose qui n'était pas en accord avec la vie. Donc, c'est certain que cette idée que quand je cherche à rétablir la vie en moi, c'est évident, qu'en cherchant à rétablir la vie en moi, ben, mon corps va me parler, il va me dire quelque part, ben, Sylvain, hein, est-ce que tu penses que tu as le droit vraiment d'accepter la vie en toi, puis d'être en harmonie avec la vie? Est-ce que tu penses que tu as le droit, parce que socialement parlant, on ne te donne pas permission de pouvoir vivre à ton rythme? Il faut que tu ailles plus vite que tu sois capable de faire pour fonctionner puis être capable de survivre dans la société. Je ne sais pas si vous me suivez par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Si vous voulez me faire une petite mention sur le chat, ça me ferait plaisir de voir qu'il y a une petite interaction pour que je sois en mesure de bien cerner que vous êtes là et que vous êtes en mesure de comprendre ce que je vous dis et que vous êtes en accord avec ça. Ou pas en accord aussi, hein. C'est intéressant, évidemment, de favoriser la discussion. Mais donc, la pleine conscience intuitive, c'est une combinaison de la lecture intuitive, de la déprogrammation des mémoires cellulaires et des techniques de soins énergétiques qui font qu'on va fonctionner en boucle comme ça. Et c'est ça que j'ai développé. Il y a donc un livre qui a été écrit. Je ne sais pas si vous le voyez. Attendez, vous ne le voyez pas très bien parce qu'il y a trop de lumière. Mais c'est le livre Décodage intuitif et soins psycho-énergétiques grâce à la pleine conscience intuitive que j'ai euh, que j'ai développé, donc que j'ai écrit et qui vous donne effectivement une vision très intéressante de comment fonctionne l'intuition, le développement de l'intuition et de quelle façon qu'il est possible de développer donc la pleine conscience intuitive. Je remercie Amel qui me dit, bon, c'est très intéressant et riche. Bon, alors, donc, ça veut dire qu'elle me comprend. On est dans la bonne direction. J'espère que les autres, c'est la même chose. Et si vous avez des commentaires, ben, vous y allez par le chat. C'est ce qui est le plus simple. Moi, je vois directement ce que vous me dites et on peut donc interagir très rapidement de cette façon-là. Donc ça, c'était pour l'introduction à la pleine conscience intuitive. Maintenant, on va aborder donc la lecture intuitive et soins de l'oreille des chakras, ma vision des choses, évidemment, puisque j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle Découvrir votre spirale évolutive. C'est un livre qui est un peu plus volumineux que le premier. C'est un livre de près de 700 pages, celui-là. Et ce livre-là, finalement, a été écrit pourquoi? Il y a un jeu de cartes également qui est associé à ce produit-là qui va sortir bientôt. Il résulte que dans ma pratique intuitive, après trentaine d'années de pratique intuitive, j'ai comme ressenti le besoin. En fait, j'ai eu un rêve. Pour commencer, on va commencer l'histoire de cette façon-ci. J'ai eu un rêve qui m'a très fort, très puissant, des images très puissantes, qui étaient très parlantes, qui me reflétaient finalement que l'humain se compose de 7 familles d'âmes. Alors, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Il y a beaucoup d'écrits qui ont été faits sur les familles d'âmes. Par contre, la façon que je l'aborde, je pense qu'elle est plus approfondie que bien d'autres. Donc, quand on parle de l'aura, la première chose qu'on doit comprendre, c'est qu'on est finalement un être de lumière, littéralement, et que cet être de lumière ben, absorbe et réémet de la lumière comme une respiration biolumineuse qui s'effectue dans notre corps. Et quand on observe une personne par rapport à cette réalité-là, ben, qu'est-ce qu'on va voir de cette personne-là? C'est effectivement cette qualité biolumineuse qui se manifeste autour de son corps et que quand on dit à quelqu'un qui a un blocage, ce qu'on lui dit, c'est qu'il y a donc une perturbation dans ses cellules qui font effectivement que la personne effectivement n'est pas dans un potentiel santé optimal. Donc, ça, c'est une première chose, c'est qu'on est fait de lumière. Et le concept des 7 familles d'âmes, ben, c'est aussi le concept des 7 chakras, quelque part, c'est qu'on reconnaît que le cosmos est animé par 7 grands principes énergétiques. Et ces 7 grands principes énergétiques-là se manifestent à travers nos chakras. Et les chakras, bien évidemment, à travers le développement qu'on va effectuer tout au long de notre vie, bien, vont nous amener donc à apprivoiser ces 7 fameuses énergies qu'on pourrait dire qu'on pourrait qualifier de universelles, et qu'à mesure qu'on les apprivoise, ces énergies-là, ben nous, en tant qu'êtres humains, ben, on développe nos qualités humaines en tant qu'être humain. Alors, je vais vous présenter, si vous le voulez bien, donc l'aura, vous l'avez compris, c'est donc un rayonnement biolumineux des cellules, et ce rayonnement biolumineux des cellules reflète justement l'activité plus ou moins importante qui se manifeste dans les chakras et que les 7 familles d'âmes, ben, finalement, représentent en quelque part des composantes universelles qui sont associées aux chakras. C'est-à-dire que pour les chakras racines, par exemple, on pourrait dire qu'il y a une famille d'âmes qui s'appelle les bâtisseurs. La famille d'âmes des bâtisseurs signifie quoi? Ça signifie que ce sont des gens qui sont à l'aise donc dans la matière et ils cherchent à construire dans la matière. Ensuite, il y a la famille d'âmes des communicateurs qui sont davantage en relation justement avec la volonté de la communication authentique, d'être vrai avec eux-mêmes, vrai avec les autres.
Ensuite, la famille d'âme des guerriers, qui est le troisième chakra, qui nous permet justement d'exprimer notre volonté à affirmer qui nous sommes en tant que guerrier, mais un guerrier pacifique, hein, bien sûr. On n'est pas obligé d'être en guerre pour s'exprimer dans cette volonté de s'affirmer et de rayonner notre lumière, d'être en quelque sorte un leader. Vous avez ensuite le cerveau, le chakra du cœur avec les serviteurs qui vont davantage mettre en évidence cette volonté que je m'aime et que parce que je m'aime, j'ai envie de me servir, mais parce que je m'aime et que je me sers pour moi-même, ben, j'ai envie aussi de servir les autres pour apporter à la collectivité humaine ce que j'ai de plus beau à offrir. OK? C'est un peu une vision comme celle-là qu'on pourrait déterminer pour le serviteur. Vous avez ensuite le chakra de la gorge qui met en évidence le créateur. Alors, le créateur, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est l'être inspiré par le ciel. Hein, quand on commence à aborder le chakra du cœur et le chakra de la gorge et le chakra supérieur, on se rend compte effectivement qu'on est plus connecté avec des énergies plus spirituelles. Le créateur, c'est quelqu'un qui est donc un individualiste, qui est connecté justement avec un potentiel créateur et qui a envie de réaliser de nouvelles choses sur la Terre qui n'ont pas été encore manifestées. Ça, c'est beaucoup le créateur. Le philosophe, c'est le philosophe, justement, c'est l'intuitif, c'est le sage, c'est celui à quelque part qui comprend tout, il comprend la vie en tous les cas, et il est en mesure donc de transmettre à l'humanité, quelque part, des informations amenant l'éveil chez l'être humain. Et vous avez le spirituel qui va être davantage celui qui est en connexion avec son âme, on pourrait dire ça comme ça, avec sa connexion spirituelle. Et cette connexion spirituelle l'amène, lui, à comprendre quelque part que sa vie s'est réalisée. C'est-à-dire qu'il a compris quelque part qu'il avait une maîtrise, finalement, de la dimension spirituelle, puis qu'il n'avait plus besoin de s'incarner dans la matière. Il n'y a plus d'intérêt à le faire parce que justement, il a compris l'illusion de tout ça. Donc, cet être-là, finalement, souvent va dégager une certaine paix, une certaine tranquillité qui va faire que les gens vont avoir envie de se rapprocher de lui, mais c'est pas quelqu'un qui va transmettre comme le philosophe, par exemple, ferait. C'est plus quelqu'un qui va amener les gens à avoir envie de se rapprocher de lui sans que lui, naturellement, fasse énormément d'actions pour nourrir quelque part une pensée philosophique ou je ne sais quoi. Je ne sais pas si je suis clair par rapport à ça, mais là, je vais très sommairement parce que vous avez vu qu'il y a un livre de 700 pages qui a été écrit. Donc là, je n'aborde pas le sujet en profondeur parce que je ne veux pas que ça soit trop lourd. Mais l'idée ici, c'est que donc, quand on regarde l'aura d'une personne, on comprend que l'aura dégage une certaine lumière et cette lumière-là va souvent être influencée par le développement des sept familles d'âmes. Les sept familles d'âmes qui sont donc associées aux sept chakras et que quand on est sur Terre, en tant qu'être humain, ben, le premier chakra qui va se développer, c'est le chakra racine. Pourquoi? Mais parce qu'on arrive sur Terre. Et parce qu'on arrive sur Terre, la première chose qu'on a envie de faire, hein, on a envie de vivre, c'est d'être accueilli. Accueilli par notre mère, accueilli par notre père, de sentir effectivement qu'on n'est pas abandonné, parce que la blessure émotionnelle, souvent associée au chakra racine, c'est l'abandon. Et on a besoin, donc, à partir du moment qu'on ne se sent pas abandonné, qu'on se sent accueilli, qu'on va pouvoir développer donc notre capacité à développer notre conscience de nos jambes, connecter notre conscience de nos besoins de sécurité qui sont reliés au chakra racine. Et c'est comme ça que tout doucement, l'enfant va se développer. L'enfant va se développer, ensuite, il va développer le chakra sacré, qui va l'amener, lui, à se rendre compte que il a reconnu qu'il n'est pas, il n'est pas sa mère, puis qu'il n'est pas son père, c'est-à-dire qu'il apprend à ce moment-là à reconnaître finalement qu'il est un individu à part entière et que parce qu'il est un individu à part entière, ben, maman, papa sont des individus aussi qui sont à part entière. Donc, il y a une reconnaissance de la différence. Et cette différence-là, finalement, me permet à moi de développer mon identité. Hein, si j'ai un corps distinct de ma mère et de mon père, c'est donc dire que je suis distinct. Je peux donc développer ma propre identité, ma propre façon d'être, ma propre façon d'exister. Alors, évidemment, tout ça va me permettre donc de me sentir aussi reconnu dans cette volonté d'être distinct et différent de mes parents. Et évidemment, la blessure, le danger qui peut arriver avec le développement du chakra sacré, c'est d'expérimenter le rejet. Le rejet, c'est que papa, maman me rejettent parce qu'ils n'aiment pas comment je suis. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qui va aussi se vivre à travers le développement du chakra sacré. Ensuite, vous avez le chakra solaire qui va donc se déployer à mesure qu'on évolue en termes d'âge. Hein. Le plexus solaire va souvent se développer lorsqu'on est assez fort ou assez solide au niveau de notre maturité pour être capable de reconnaître notre désir de rayonner vers l'extérieur. Hein, c'est-à-dire que quand le plexus solaire se développe, c'est on devient capable de dégager une certaine lumière parce que quelque part, on a développé une certaine forme de fierté.
Cette fierté-là, elle va se développer comment? Elle va se développer à travers les activités physiques, par exemple. Si on dit: «Ah, cette personne-là est vraiment très rapide», mais on peut la valoriser dans le fait qu'elle court super rapidement. Quelqu'un qui est très intelligent, qui a une compétence en mathématiques très élevée, ben, on va lui dire: «Waouh, tu es vraiment extraordinaire, tu es très bon en mathématiques». Alors donc, on va finalement, sans s'en rendre compte, en tant que parent, souvent, on va valoriser, l'enfant lorsqu'il est assez jeune, dans une sphère dans laquelle il va se sentir reconnu. Et le fait qu'il se sente reconnu, ben, il va lui permettre justement de développer son plexus solaire et assumer sa lumière. Assumer sa lumière, c'est assumer sa dimension de leader. Parce que tout être humain a des composantes de leader en soi. Et ce leader-là, quelque part, ben, il peut prendre sa place ou ne pas prendre sa place. Alors, s'il y a des blessures émotionnelles qui se vivent dans son cheminement, ben, il ne va pas pouvoir prendre sa place. Par exemple, le plexus solaire, la blessure émotionnelle qui va être associée au plexus solaire, c'est évidemment l'humiliation. Puisque je suis un leader, puis si je ne suis pas un leader, ben, quelque part, je peux me sentir humilié de ne pas être reconnu de la juste façon et qui va même me donner le sentiment quelque part que je n'ai pas le droit d'incarner ma lumière. Alors, vous comprenez ici que ce que je viens de vous parler ici avec les 3 premiers chakras, ça nous met en évidence une chose, c'est que chacun d'entre nous, nous avons la possibilité de devenir un être exceptionnel et que si les blessures émotionnelles qui sont en nous sont trop importantes, elles vont nous empêcher de développer cet exceptionnel que nous sommes. Et c'est là, quelque part, que toute la démarche intuitive que je vous propose, bien évidemment, peut devenir intéressante parce qu'elle permet de développer une conscience des blocages énergétiques, émotionnels qui peuvent être présents dans nos chakras et qui peuvent nous empêcher de favoriser ce bien-être-là. Ensuite, vous avez donc le chakra du cœur, qui est un chakra quelque part qui est donc assez important, puisqu'évidemment, il y a, il est relié justement à cette capacité que j'ai de m'apprécier, de m'aimer. C'est-à-dire que dans mon développement en tant qu'être humain, lorsqu'on arrive au chakra du cœur, on arrive à l'étape où on est un adulte. Un adulte, ça veut dire quoi? Ça veut dire un être humain qui s'assume. Il s'assume dans le sens qu'il s'aime. Il s'aime parce que et s'assumer, ça veut dire quoi? Ça veut dire: «Je m'aime assez pour m'aimer». Pour m'assumer. Et si je m'assume, ça veut donc dire que je ne suis plus dans une position où j'attends des autres quelque chose qu'ils ne sont pas capables de me donner. C'est-à-dire que moi, je m'aime et parce que je m'aime, je ne vais pas complètement dépendre de l'amour des autres parce que je vais avoir assez d'estime pour moi-même pour être capable de reconnaître ce qui est bien pour moi, ce qui ne l'est pas, etc. Donc, c'est vraiment la position de l'adulte, le chakra du cœur, dans le développement. Et le chakra du cœur m'amène justement à reconnaître que parce que je suis un adulte, parce que je m'aime, ben, j'ai envie d'apporter à l'humanité ce que j'ai de plus beau à offrir. Donc, vous voyez que si on a bien développé nos 3 premiers chakras, ben, et qu'on est arrivé à cette capacité de s'aimer et de vouloir servir l'humanité, ben, on est dans une possibilité d'offrir ce qu'on a de plus beau à offrir sur la planète Terre. Et c'est pour ça que dans la tradition des chakras, le chakra du cœur est vraiment relié à l'adulte, parce que l'adulte est capable, lui, de reconnaître cette envie qu'il a d'assumer pleinement ce qu'il est à ce moment-là. Vous me suivez, ça va? Donc ça, c'était pour le chakra donc du cœur. Ensuite, vous avez également donc le chakra de la gorge qui va correspondre donc évidemment quand on parle des chakras supérieurs, chakra de la gorge, frontal, coronal, ils sont davantage reliés à des chakras qui nous ouvrent vers les potentiels spirituels. Donc moi, je suis un adulte, mon chakra du cœur s'est bien développé et parce qu'il s'est bien développé, ben, je m'ouvre la porte à ma capacité donc à exprimer, avec sagesse et intelligence, effectivement, ce que j'ai envie d'amener de nouveau sur la planète Terre. C'est-à-dire que moi, je peux voir que la planète Terre est merveilleuse, mais en même temps, elle peut être déficiente à certains égards et j'ai envie, moi, d'amener sur la planète Terre quelque chose de créateur, quelque chose de créatif. Ça m'amène évidemment à reconnaître que la parole que j'en ai une responsabilité. Je ne peux pas dire n'importe quoi, je ne peux pas communiquer n'importe quoi. J'ai une capacité justement à reconnaître que mon intention de communiquer avec les gens, ben, elle se veut authentique, elle se veut vraie, elle se veut générer des choses positives. Vous voyez, c'est ça un peu qu'on va se rendre compte à travers le chakra de la gorge. Ce que j'ai peut-être pas dit ici, c'est que la blessure émotionnelle du cœur, c'est la trahison et le chakra de la gorge va vivre l'injustice. Alors, pourquoi on va vivre l'injustice au niveau de la gorge? Mais parce que justement, en tant que créateur, en tant qu'être qui a envie d'apporter une chose nouvelle dans la vie, il peut risquer effectivement de se retrouver dans des situations où on ne le reconnaîtra pas à sa juste valeur parce qu'on va le trouver justement trop avant-gardiste, trop innovateur, etc. Ensuite, vous avez le chakra frontal qui, lui, va nous amener justement vers la sagesse. Alors, la sagesse, qu'est-ce que c'est? C'est l'être humain qui apprend à reconnaître que dans la vie, effectivement, on la vit, mais derrière ce qu'on voit de la vie, il se cache quelque chose d'intelligent et de sage. Il y a comme un sens à la vie.
Et le philosophe a vraiment, le chakra frontal a vraiment cette capacité à comprendre cette réalité-là. Et il va chercher souvent à développer une synchronisation des deux hémisphères cérébraux. C'est-à-dire qu'il va chercher à reconnaître que le rationnel et l'intuitif peuvent collaborer ensemble. Et c'est ça qui va être le véritable intuitif pour moi. C'est cet être humain qui est intuitif, mais qui est capable d'articuler une pensée qui, avec son mental, qui va permettre justement de communiquer adéquatement les pensées intuitives qu'il a. Ça va faire finalement souvent des gens qui vont être capables de développer une façon de voir le monde qui va être riche et intéressante. On peut retrouver ça chez les grands philosophes, les grands spirituels, qui vont développer, articuler une pensée très riche et qui vont faire que ces gens-là ben, vont être reconnus parce qu'ils vont avoir vraiment quelque chose d'important à apporter aux gens qui sont autour d'eux, hein. C'est ça un peu qui est l'idée de ça. Donc, vous voyez que dans la démarche des chakras, évidemment, donc le chakra frontal est un chakra qui va donc favoriser la sagesse en quelque sorte. Et le chakra couronne, bien évidemment, c'est l'expérience spirituelle d'union avec l'univers, c'est comme ça qu'on pourrait le voir, et qui va finalement faire en sorte qu'on a le sentiment d'accomplissement dans la vie à ce moment-là, parce qu'on a vraiment le sentiment qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire euh, sur la Terre. Donc, on a vraiment le sentiment de réalisation et à ce moment-là, il y a un détachement qui peut se manifester à cet endroit-là. Donc, vous voyez, vous avez sans doute compris à travers ça, bon, évidemment, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y avait l'injustice individuelle au niveau de la gorge, injustice sociale au niveau du chakra frontal. Pourquoi sociale? C'est que le philosophe a une capacité de transmettre de l'information, il représente à quelque part l'éveil. Donc, il arrive avec des informations nouvelles, et ces informations nouvelles, finalement, ne vont pas être entendues par la collectivité humaine en général au début, parce que le spirituel, le philosophe arrive avec des nouvelles informations. Ces informations, finalement, sont en avant-gardistes par rapport à la collectivité, et on ne va pas être capable, la collectivité humaine ne suivra pas ce mouvement-là. Donc, les risques d'avoir une injustice social qui va en résulter, c'est-à-dire qu'il ne sera pas compris socialement parlant et il risque d'être même mis de côté. Et c'est là qu'il y a une injustice parce que justement, on ne voudra pas l'entendre, on ne voudra pas le reconnaître, surtout s'il est populaire, surtout s'il a une certaine reconnaissance d'une partie de la population. Il pourrait même devenir à quelque part un danger. Et si on devient trop populaire, on devient trop reconnu, bien, la société, elle peut effectivement, les pouvoirs politiques, par exemple, peuvent trouver ça gênant. Il peut y avoir des actions qui vont aller à l'encontre de nous à ce moment-là. Donc, ça, c'est un petit peu l'injustice sociale. Et dans le chakra couronne, c'est l'injustice spirituelle qu'on va retrouver là. L'injustice spirituelle, c'est justement l'individu qui a finalement atteint un certain degré d'éveil et un sentiment d'union avec l'univers, mais à quelque part qui constate justement que cette union avec l'univers ne lui est pas avantageuse. Et là, il peut y avoir l'ego qui se manifeste là-dedans et qui peut commencer à se révolter contre Dieu et à se dire, ben Dieu, t'es pas juste, moi je suis mieux que toi, je vais devenir Dieu. Et là, c'est un peu un piège de l'ego qui va en résulter et qui va nous amener à prendre un chemin qui peut donc nous éloigner de la justice spirituelle. Alors, vous voyez, évidemment, il y a plein de subtilités que je pourrais vous apporter, là, parce que, comme je vous disais, avec la spirale évolutive, il y a plein de subtilités dont je pourrais vous parler, et ça alourdirait trop, je pense, la conférence. Donc, je ne vais pas aborder ces sujets-là, mais disons que ça, c'est une globalité de tout ça que je voulais vous raconter. Maintenant, à partir du moment qu'on a compris que l'être humain avait donc une capacité à se développer spirituellement à travers cette démarche des 7 chakras, on comprend évidemment que quand il y a des blessures émotionnelles qui affectent l'un ou l'autre des chakras, bien évidemment, il va y avoir des perturbations qui vont se faire. Et ces perturbations-là vont entraîner quoi? Bien, elles vont amoindrir le potentiel santé. Tantôt, je vous ai dit que quand on regarde une personne et que son champ d'énergie est pleinement rayonnant, est pleinement lumineux et harmonieux, ben, quelque part, on peut dire cette personne-là a un potentiel santé optimal, c'est-à-dire qu'elle ne vieillira pas aussi rapidement que les autres, ses organes ne vieilliront pas aussi rapidement non plus parce qu'il y a une forme de négantropie en elle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'obstruction, il n'y a pas de perturbation, tout circule bien chez cette personne-là. Alors, ça veut donc dire que dans des conditions comme celle-là, la santé est optimale, le corps vieillit moins rapidement, etc. C'est ce qu'on doit rechercher en tant qu'être humain, de devenir conscient qu'on a un rôle à jouer par rapport à cette capacité d'avoir un champ biolumineux pleinement rayonnant et lumineux, parce que justement, et de quelle façon? Ben, en apprenant justement à élargir notre champ de conscience, à travailler justement à favoriser cette circulation énergétique en état de soi. Puis ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Ça, c'est donc une chose. Maintenant, quand il y a une perturbation énergétique qui se fait à travers les blessures émotionnelles qui ont été là, dont j'ai déjà parlé, et là, je vous parle des blessures émotionnelles, les grandes blessures émotionnelles, mais on pourrait certainement aussi dire que toute forme de mémoire qui sont associées à mon histoire de vie
qui se sont développées tout au long de mon cheminement d'être humain, ben, peuvent empêcher l'expansion, l'équilibre énergétique en moi parce que je peux avoir des tensions, des blocages qui vont faire que la lumière ne circulera pas harmonieusement et que ces perturbations-là ben, vont réduire mon potentiel santé. Et ce potentiel santé qui se réduit, ben, ça va favoriser ce que j'appelle l'entropie. L'entropie, c'est quoi? C'est l'usure prématurée d'organes. Hein, je peux avoir, moi, un certain âge, mais si j'ai beaucoup d'entropie en moi, ben, mon corps va vieillir plus rapidement qu'il ne le devrait, qui va donc favoriser le vieillissement et qui va favoriser donc éventuellement la maladie aussi, possiblement. Donc, l'idée de la notion des soins de l'aura des chakras, c'est la gestion de tout ça, pour ne pas finalement laisser à quelque part cette énergie-là qui est en nous, si on a des perturbations, de la laisser à quelque part se manifester d'une façon trop importante. Parce que plus il y a des déséquilibres sont présents en moi, plus, bien évidemment, je m'éloigne de mon potentiel santé, ce que je ne souhaite pas, et c'est ça un peu qu'on doit comprendre de tout ça. Est-ce que je suis clair par rapport à ça maintenant, jusqu'à maintenant? Ça vous va? Donc, on va aborder l'idée maintenant euh, de ce que j'appelle, moi, la multiconscience thérapie, qui donc me permet de, je vous ai parlé tantôt du cerveau quantique. Hein, le cerveau quantique, qu'est-ce que c'est? C'est en fin de compte tout mon champ biolumineux à quelque part, hein, mon aura à quelque part, ça reflète effectivement une conscience. Cette conscience-là, quelque part, c'est le cerveau délocalisé qu'on appelle le cerveau quantique. Cerveau délocalisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma conscience est omniprésente partout, partout, partout. Donc, mon cerveau, ma conscience n'est pas simplement localisée dans un lieu, elle est localisée dans toutes les cellules de mon corps. Et c'est intéressant de comprendre ça parce que ça veut dire que quand j'observe le champ énergétique d'une personne, je vais donc constater que ce champ énergétique-là est animé par plusieurs états de conscience qui sont en moi. Ces états de conscience-là, j'en ai beaucoup, c'est ça que j'ai essayé de faire dans ce livre-là, de présenter un peu comme un langage, comme une grille de lecture qui permettait de développer le langage intuitif à travers donc un texte théorique, puisque c'est un texte qui est là-dedans, mais un texte qui nous permet de comprendre davantage comment l'être humain fonctionne à travers son processus d'éveil et de perturbation qui peut être associé à ces développements au niveau des chakras et d'en comprendre davantage le sens. C'est ce qu'on va essayer d'aborder maintenant avec ce que j'appelle donc la multiconscience thérapie qui finalement me permet de voir que dans mon champ énergétique, quand je regarde une personne dans son champ énergétique ou quand je regarde mon champ énergétique, je vais constater que diverses informations qui peuvent être dedans. Il y a donc des perturbations énergétiques. Ces perturbations énergétiques, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il y a donc différents déséquilibres qui peuvent être présents dans ma capacité de mon champ biolumineux. C'est-à-dire que moi, j'absorbe et je remets de la lumière dans mon corps, c'est mon potentiel centre optimal, mais si je vis des perturbations dans cette expansion biolumineuse de mon corps, ben, il va y avoir donc des vides énergétiques. Il peut y avoir des chaleurs très intenses dans certaines régions de mon corps. Donc, je vais observer le champ énergétique et je vais avoir des manques, je vais avoir des surplus, je vais avoir des congestions, je vais avoir des blocages, je vais avoir diverses informations dans le champ énergétique de mon partenaire qui va m'indiquer justement que cette personne-là a des conflits à l'intérieur d'elle-même, des conflits qui touchent l'aspect énergétique, mais qui touchent également l'aspect psycho-émotionnel. Et c'est ça, quelque part, qui va être important de regarder. Donc, j'étais en train de vous parler de la pratique de la pleine conscience intuitive. Donc, on était rendu à l'étape de vous parler de la multiconscience thérapie. Et ce que j'avais envie de vous partager concernant la multiconscience thérapie, c'est que quand on fait des voyages dans, en l'intérieur de soi-même ou vers un partenaire, on va donc constater qu'il y a donc des perturbations énergétiques dans le champ énergétique d'une personne. Et ces perturbations énergétiques-là, elles peuvent être nombreuses. C'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a telle région dans le chakra racine, il y a peut-être une perturbation, dans telle autre région, il y a une autre perturbation, et ainsi de suite. On va donc constater que dans le même organisation énergétique d'une personne, il peut y avoir plusieurs degrés de perturbation qui sont présentes. Et ces degrés de perturbation qu'on va constater que la personne peut donc avoir, ben, finalement, va nous permettre de voir que c'est comme une condition énergétique. C'est-à-dire qu'on pourrait isoler, dire, ah, tu as un problème avec ton chakra racine, mais souvent, on va constater que le chakra racine a des perturbations qui vont affecter le chakra solaire et ainsi de suite. Donc, une espèce de chaîne causale qui va en résulter. Et cette chaîne causale-là est importante de bien comprendre parce que ça permet de cerner davantage cette vision holistique du corps humain. C'est-à-dire que souvent, les médecins, on leur reproche souvent, ils ont tendance effectivement à être trop orientés sur une vision, comment dire, une vision
très précises. Hein. Ils vont focuser sur le problème pulmonaire, par exemple. Ils ne vont pas voir la globalité des choses. Alors que dans l'observation du champ énergétique, ce qu'on va constater souvent, c'est que l'ensemble des perturbations ben, met en évidence à quelque part quelque chose qui affecte le corps humain d'une façon globale. Ce n'est pas juste un problème d'un chakra racine. Le chakra racine affecte d'autres régions, et ainsi de suite. Donc, il y a quelque chose de plus complexe à comprendre de ça. Et ce qu'on va découvrir aussi à travers ça, c'est que dans la structure énergétique d'une personne, on va découvrir des états de conscience qui animent la personne aussi. Plusieurs états de conscience. Et c'est ça un petit peu que j'ai développé aussi beaucoup à travers la spirale évolutive, c'est que les états de conscience qu'on va retrouver reflètent l'histoire de l'être humain. Par exemple, je peux découvrir dans le champ énergétique d'une personne une perturbation dans son chakra racine, et cette perturbation dans son chakra racine peut être associée à un événement de son enfance. Par exemple, quand cette personne avait 5 ans, elle s'est sentie rejetée par ses parents. Donc, vous voyez qu'on peut donc voir que dans le champ énergétique, il peut y avoir une mémoire qui anime le champ énergétique, qui est associée donc à la perturbation énergétique et qui reflète donc une perturbation de l'enfance. Donc, ça, c'est une première niveau d'information qu'on peut retrouver. On peut également constater que notre partenaire, dans la situation actuelle de sa vie, est en conflit au niveau de son travail. Il est constamment en conflit dans son travail parce que justement, il est hyper sensible et il se sent humilié à la moindre occasion, donc il réagit toujours très fortement. Alors, vous voyez, ça, c'est une autre type d'information qu'on peut retrouver. Donc, on va voir donc le mode de partenaire dans son champ énergétique sous une forme d'une situation professionnelle dans laquelle il a développé cette susceptibilité, dans laquelle il a toujours l'impression qu'on cherche à l'humilier, d'où sa réaction constante et continue. L'autre chose qu'on peut découvrir également, c'est dans les relations amoureuses. On peut constater que cette personne-là est fusionnelle dans les relations amoureuses parce que quelque part, elle a l'impression que le seul moyen pour elle d'exister, c'est de finalement être continuellement dans une situation quelque part de fusion. Donc, elle ne veut pas quelque part se retrouver dans une position où elle pourrait être avec une personne une forme d'autonomie adulte entre deux personnes. Elle refuse ça, elle veut quelque part fusionner parce qu'elle a peur de la perdre, cette personne-là, par exemple. On peut également retrouver également des situations financières. Par exemple, le fait quelque part qu'on gère mal l'argent. Et pourquoi on gère mal l'argent? Mais parce qu'on a l'impression qu'il faut donner beaucoup, beaucoup, beaucoup à tout le monde pour être aimé d'eux, par exemple. Donc, on a appris à ne pas bien gérer la dimension financière. On peut évidemment regarder le potentiel santé de la personne d'une façon globale, en considérant un peu ce que je disais tout à l'heure précédemment. On peut également regarder sa spiritualité, la relation qu'elle a avec la dimension spirituelle, avec son âme, etc., de quelle façon qu'elle est en harmonie avec cette dimension-là. On peut également aussi voir les mémoires d'autres vies, les mémoires familiales, les mémoires d'autres vies qui animent le champ énergétique aussi. Donc, vous voyez que quand on commence à comprendre ça, on comprend que l'aura et les chakras sont un ensemble d'informations, et cet ensemble d'informations-là, évidemment, il nous est accessible. Il ne nous est pas accessible d'un coup d'œil comme ça, d'un coup sec nécessairement. On apprend, et c'est là que la pleine conscience intuitive devient très intéressante, on apprend à apprendre à diriger notre attention vers les secteurs qui nous intéressent. Par exemple, mon partenaire me parle de son enfance, je peux me syntoniser avec son enfant intérieur qui se retrouve, qui va émerger à ce moment-là quand je me mets en relation avec lui. Même mon partenaire me parle de son travail, je peux me synthétiser avec la dimension de son travail. Elle me parle de son dimension amoureuse, je peux me relier à cette situation amoureuse-là. Je peux constater que un problème financier, donc je peux me relier à ce problème financier, et ainsi de suite. Donc, on voit ici que quand on apprend à développer une pratique intuitive, on apprend à voyager dans le champ énergétique d'une personne, tant pour aller voir sa dynamique santé, hein, au niveau des chakras, au niveau de ses cellules, des organes, etc., mais également au niveau des mémoires. Donc, je peux effectivement porter mon attention, focuser mon attention vers des problématiques psycho-émotionnelles qui peuvent exister dans le champ énergétique d'une personne. Et l'objectif de tout ça, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est de rétablir la fluidité, de rétablir l'équilibre, de permettre à la négantropie de revenir de plus en plus présente dans le champ énergétique, qui va faire que mon partenaire va développer son potentiel santé d'une façon de plus en plus significative. C'est vraiment ça l'objectif que l'on se fixe à travers une démarche comme celle-là. Avez-vous des questions sur tout ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant? Je m'excuse pour les petits contretemps qu'on a pu occasionner, mais on devrait s'en sortir. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir pour qu'on puisse donc évidemment approfondir sur certains aspects qui ont été faits. Il y a Béatrice qui me dit c'est très clair, mais je te remercie Béatrice et j'espère que les autres aussi c'est très clair. C'est des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc, maintenant, quand je vous dis que l'objectif, c'est de favoriser la circulation fluide, vous l'avez compris que la lecture intuitive va me permettre de me relier
à une perturbation énergétique, une perturbation au niveau des organes ou des cellules, une perturbation au niveau de l'enfance, une perturbation de tous les secteurs, finalement, vont pouvoir être envisagés, d'être regardés pour être capable de percevoir les choses à ce niveau-là. Donc, l'idée donc de maintenant faire des soins, ça va te permettre d'utiliser la déprogrammation. La déprogrammation, ça va être la première étape de soins. Après avoir compris la perturbation qui est présente dans le champ énergétique de la personne, on va prendre le temps de lui dire maintenant que j'ai compris ta raison d'être, ta perturbation, qu'est-ce que moi je peux faire pour t'aider? Et quand on arrive à cette étape de qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, bien évidemment, on peut envisager que la personne qu'on va entendre une demande, et cette demande-là va pouvoir ensuite être créée dans notre conscience, c'est-à-dire que ma conscience me permet de créer dans mon véhicule imaginaire, dans ma conscience imaginaire, tout ce qui est nécessaire pour donner au corps de mon partenaire ou à moi-même ce qu'il a besoin pour amener une transformation, pour sortir justement la situation de perturbation, pour qu'il y ait un équilibre qui puisse de plus en plus prendre forme. Et c'est ça, quelque part, qui va être l'objectif de la déprogrammation de la mémoire cellulaire. Je vais faire un petit parallèle avec la médecine quantique. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les appareils de médecine quantique qui en existent de plus en plus sur le marché. Et l'idée des appareils de médecine quantique, c'est de mettre en évidence qu'il est possible, à travers un logiciel, de créer des signaux électromagnétiques qui vont avoir pour objectif de rétablir le champ d'énergie ou les problématiques énergétiques qui se trouvent dans l'organe qui a été mesuré à l'aide de l'appareil de médecine quantique. C'est exactement ce qu'on fait avec la déprogrammation de la mémoire cellulaire, c'est qu'on apprend à reconnaître que par ma propre capacité justement à utiliser mon support imaginaire, je peux me référer à mon passé. Par exemple, si je cherche le courage, ben je sais que j'ai déjà vécu une situation de courage. Je peux à quelque part à ce moment-là me référer à cette situation de courage pour nourrir mon support imaginaire, mon véhicule imaginaire de ce courage-là et ensuite le transmettre, le rediriger vers mon partenaire. Alors, on peut évidemment travailler sur des émotions, mais on peut travailler également sur des vitamines, sur des aliments, sur tout ce qu'on peut imaginer quelque part qui peut être demandé par le corps qui va être fait, ben on peut le créer et on peut lui redonner. Et l'intérêt de ça, évidemment, l'important de ça, c'est d'observer comment le corps le reçoit. Parce que ce qu'on va faire dans cette démarche-là, c'est qu'on va découvrir que si on donne au corps ce qu'il a besoin, c'est pas vrai qu'il va systématiquement redevenir équilibré au départ. On va peut-être avoir plusieurs étapes de déprogrammation pour découvrir effectivement le processus de guérison qui va prendre forme. Et ce processus de guérison, pour qu'il puisse prendre forme véritablement, ben, il faut effectivement donc être attentif à comment le corps, comment chaque action que l'on fait, de quelle façon que le corps va recevoir cette action-là. Vous me suivez, ça va? Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me le faire savoir, bien sûr. Hein? Donc, l'idée de la déprogrammation de la mémoire cellulaire, c'est donc si je travaille sur l'enfant, par exemple, qui se sent victime, ben, là, si je lui donne à cet enfant victime ce qu'il me demande, par exemple, s'il me demandait du courage, je lui donne, ben, l'enfant va se transformer sous mes yeux et il va peut-être me faire voir finalement qu'il est dans l'état de pleurs. Alors, pourquoi il va pleurer? Ben, il pleure parce qu'il se sent abandonné. Alors, je vais lui demander qu'est-ce qu'il a besoin pour qu'il ne se sente plus abandonné. Et il pourrait me demander quelque part de l'amour. Je lui donnerai de l'amour. Et il y aurait donc à ce moment-là une forme d'accompagnement que j'effectuerais avec l'information pour l'amener tout doucement à retrouver son équilibre, retrouver son harmonie, retrouver son plein épanouissement. C'est-à-dire que l'enfant qui va s'épanouir ben, va quitter la dimension de l'enfance pour accéder à une dimension de plus en plus adulte, de plus en plus mature. C'est un peu comme si j'assistais à une énergie infantile qui allait se transformer pour qu'elle redevienne l'adulte qui va me montrer le chemin, moi en tant qu'adulte, qui va me montrer mon chemin pour que je retrouve la santé, que je retrouve l'équilibre au niveau tant de ma santé qu'au niveau de ma dimension psycho-émotionnelle. Et c'est comme ça qu'on va travailler avec la déprogrammation de la mémoire cellulaire. Est-ce que je suis clair par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des questions concernant ça? N'hésitez pas à me le faire savoir. Le troisième aspect, de quelle manière donner quelque chose qui manque au corps, du calcium, par exemple. Alors, évidemment, il faut faire attention quand on aborde cette notion, par exemple, physiologique, hein, de dire je pourrais donner du calcium à mon corps. Alors, évidemment, l'idée de la déprogrammation de la mémoire cellulaire, ce sont des signatures qu'on envoie, ce sont comme des signaux électromagnétiques, pourrait-on dire. Alors, ces signaux électromagnétiques peuvent effectivement, on peut donner tout ce que le corps peut demander, on peut lui donner. Alors, moi, si je donne du calcium à mon corps, alors mon corps va réagir au calcium que je lui donne. Il va réagir de quelle façon?
C'est là que je vais commencer à comprendre l'intelligence de mon corps. C'est-à-dire que si moi j'apprends à lui donner ce qu'il me demande et que mon corps réagit d'une certaine façon, bien, je vais m'ajuster à celui-ci pour être capable justement de l'amener à favoriser un mieux-être. Supposons que je lui donne du calcium et que le corps semble, entre guillemets, retrouver une situation d'équilibre et de bien-être. Mais ça voudrait dire finalement que physiologiquement, je devrais observer que mon corps retrouve un équilibre de son calcium, que toutes les conditions associées au fait que mon calcium était manquant, par exemple, mais soit que j'en ai la démonstration, hors de tout doute, qu'il y ait un rétablissement. Tantôt, au tout début de la conférence, je lui ai dit qu'il fallait faire attention à avoir un discernement. Le discernement, justement, se base sur la vérification. Je ne peux pas dire, ah ben, j'ai demandé à mon corps du calcium, je lui ai donné, maintenant tout est beau. Ben, moi, je dirais non, pas ça peut être intéressant d'avoir fait. Maintenant, est-ce que je dois les vérifier? Bien sûr, je dois vérifier quelque part, parce que si je ne vérifie pas, je tombe dans une forme de pensée magique. Et la pensée magique, ben, quelque part, elle a des risques importants dans la démarche de la santé. Ainsi, quand on me raconte des histoires, mais c'est important effectivement que je vérifie. Et l'intuition, le discernement, c'est ça que ça sert. Le discernement, c'est me rappeler qu'à chaque fois que j'ai une intuition, je dois vérifier quelque part en quoi cette intuition m'est utile et si elle est véritablement utile aussi. Ainsi, par exemple, je déprogramme mon corps, puis je donne du calcium à mon corps, puis je me dis, mais je suis guéri, par exemple. Ben, je serais un peu, je pourrais être piégé par ça. Je pourrais me laisser croire que je suis guéri. Et la seule moyen pour moi de vérifier si j'ai réglé le problème du calcium, c'est de faire des tests, par exemple. Vous voyez, c'est comme ça qu'on va arriver au discernement. Alors, c'est pour ça que le thème calcium, vitamine C, etc., c'est des choses qu'on peut faire, bien sûr. Maintenant, on doit comprendre évidemment à quoi ça sert. Une des choses à quoi ça sert, c'est que ça me permet de vérifier comment mon corps réagit. Alors, quand je constate un état dans mon corps qui est perturbé, si je lui donne ce qu'il me demande, ben, j'ai des chances de voir comment mon corps réagit et comment je peux mieux comprendre mon corps pour l'accompagner dans le processus de guérison. Donc, c'est pas tant l'important n'est pas tant de lui donner du calcium, c'est de répondre à sa demande et de voir comment il réagit, de façon à ce que moi, je puisse l'accompagner pour qu'il y ait un équilibre de plus en plus important en lui qui prenne forme. C'est ça qui est important de manifester. Parce qu'évidemment, si on tombe dans l'idée de Ah, tu m'as demandé du calcium, je te donne du calcium, ben, c'est un peu comme à quelque part une forme de. On se rapproche à quelque part d'une. C'est comme pas intelligent, je dirais. C'est-à-dire que ah, je t'ai demandé ça, je t'ai donné ça, maintenant tu te la fermes, je ne veux plus rien savoir de toi. Maintenant, je t'ai donné ce que tu as besoin. Continue à fonctionner adéquatement. Là, j'exagère en le disant comme ça, hein, mais souvent, quelque part, l'être humain a tendance, à quelque part, euh, à ne pas vouloir s'accompagner. C'est facile pour lui de dire, ben, tiens, tu as un problème, je te donne ça, maintenant, tu n'as plus de problème, donc ne me dérange plus. Et je pense que c'est important, évidemment, de comprendre que le processus intuitif n'est pas un processus dans lequel on fait taire notre corps. On doit comprendre que notre corps est toujours en communication avec nous tout au long du processus. Donc, c'est pour ça que cette raison-là qu'on va chercher à discerner tout le temps les informations pour vérifier la pertinence de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. Puis, comme je vous disais tantôt, la déprogrammation, elle va souvent, surtout être intéressante et riche à travailler sur des mémoires. Pourquoi la mémoire? Parce que la mémoire, finalement, c'est des programmations. Je vous donne un exemple. Si on parle d'identité, là, l'entité, c'est un terme toujours un peu qui fait peur aux gens. Souvent, c'est quelque chose qui est très mal compris. Mais l'entité, qu'est-ce que c'est? L'entité, finalement, c'est une mémoire qui est figée dans notre espace énergétique et qui n'est pas animée par de l'intelligence. C'est-à-dire qu'elle n'est pas animée par une volonté de changement et d'évolution. Donc, elle reste figée. Alors, quand cette énergie-là est figée, ben, la meilleure façon de défiger cette énergie-là, c'est de lui donner quelque part ce qu'elle a besoin. Donc, de chercher à la comprendre, alors, et ensuite, de lui donner ce qu'elle a besoin. Je vous donne un exemple de ça. Moi, j'avais eu une personne qui était venue me voir qui me disait qu'il y avait une énergie qui était en elle qui disait qu'elle voulait tuer tous les hommes. Alors, évidemment, j'aurais pu dire, mon Dieu, cette énergie avait tué tous les hommes. Mon Dieu, va de rétro satana, allons chercher de l'ail, allons chercher de l'eau bénite, etc. Essayons de faire en sorte, à quelque part, de se sortir de la situation. Et finalement, cette façon de faire-là, c'est une façon émotionnelle. C'est une façon dans laquelle on ne tient pas compte de la pleine conscience intuitive. La pleine conscience intuitive, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne, tu me dis à quelque part que tu veux tuer tous les hommes, donc pourquoi? Première chose, c'est-à-dire qu'on reste dans une position de témoin et on s'adresse à l'information qui est présente et on lui demande pourquoi elle nous dit qu'elle veut tuer tous les hommes. Et là, la mémoire me disait quelque part qu'elle voulait tuer tous les hommes parce qu'elle avait été, bon, elle avait été trahie par un homme qui était un ami à elle, très proche, et qui l'avait violenté et tué.
Alors, quelque part, elle avait une violence et une colère très grande. Pourquoi cette femme-là était présente dans le champ énergétique de ma cliente? Ma cliente, finalement, qu'est-ce qu'il fallait savoir? C'est que c'est une femme qui avait subi, avait une dynamique avec les hommes qui était malsaine. Elle avait eu un père dominant qui la bêtait. Et ensuite, elle a eu un mari qui était dominant et qui la bêtait. Et surtout dans un milieu professionnel d'hommes, elle n'était pas battue dans ce milieu-là, mais étant dans un mode, elle se sentait quelque part toujours un peu humiliée. Les hommes avaient un comportement d'homme envers elle et elle ne se sentait pas tellement confortable. Et cette rencontre-là que j'ai eue avec cette femme-là, et que j'ai eu lorsque j'ai capté cette mémoire-là, ce que j'ai compris à travers le processus, c'est que cette mémoire-là était là pourquoi? Elle était là pour donner à ma cliente l'occasion de se révolter concernant tous les abus qu'elle avait vécus avec les hommes. Donc, c'était quelque chose de positif. Cette mémoire-là était positive parce qu'elle avait l'objectif, effectivement, de lui apporter quelque part cette idée qu'on avait le droit à la colère, on avait le droit de renouer contact avec la colère qu'on ne s'était jamais permis d'avoir. Donc, dans le cas de la déprogrammation avec cette personne, avec cette mémoire-là, ce que moi j'ai fait, c'est que si j'avais premièrement reconnu à quelque part qu'elle était dangereuse, qu'elle était une mauvaise énergie parce qu'elle voulait tuer tous les hommes, mais j'aurais cherché simplement à l'envoyer en l'air. Alors que finalement, elle avait une raison d'être. Elle avait une raison d'être parce qu'elle était là pour me transmettre, effectivement, transmettre à ma cliente son droit à retrouver cette forme de colère-là. Donc, en travaillant avec la déprogrammation, j'ai pu justement amener cette énergie-là connectée avec mon partenaire, avec la cliente, et que ma cliente a pu justement se réapproprier le droit à sa colère qu'elle ne s'était jamais permise d'avoir jusqu'à maintenant. Alors, vous voyez que la déprogrammation, à quelque part, sert à nous sortir d'impasses comme celle-là, parce que dans le travail intuitif, on peut facilement rester figé par l'idée que c'est une entité. C'est une entité, ben, il faut l'enlever. Il faut faire quelque chose, je ne sais pas quoi faire, mais il faut faire quelque chose, c'est dans le jeu d'entité. Vous voyez, on part de cette espèce de fantasme de peur qui est présent chez les êtres humains souvent et qui font quelque part qu'on ne prend pas le temps d'écouter ce qui est là. Moi, ce que je vous dirais, c'est que la mémoire humaine, la mémoire qui anime un champ énergétique, elle est animée par plein d'informations différentes. Et que si on commence à juger ces informations-là, on est en train quelque part de se fermer à la personne qui est devant nous. La personne qui est devant nous, à quelque part, c'est un être humain qui n'est pas fait juste avec une tête et avec un corps physique, qui est fait avec un ensemble d'énergie qui est en elle. Et cet ensemble d'énergie, elle a un ensemble d'informations qu'elle porte en elle. Alors, si moi, je ne prends pas le temps de l'accueillir, cet ensemble d'informations-là, ben, je suis en train de lui interdire d'exister à cette personne-là dans sa globalité. Donc, tout le travail de la pleine conscience intuitive, c'est d'apprendre justement à reconnaître cette globalité-là et d'interagir avec cette globalité-là pour chercher à rétablir l'équilibre en elle. Et c'est pour ça que la déprogrammation de la mémoire cellulaire va être utile d'apprendre justement à travailler sur ces différents états de conscience dispersés qui sont en nous et de chercher justement à les dégager, à les libérer de leur programmation limitative pour accéder justement à une énergie plus évolutive qui va finalement s'intégrer en moi. Je vais me sentir plus en harmonie avec moi à mesure que je vais permettre à cette situation-là de s'équilibrer en moi. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, c'est des questions concernant ça. Donc, évidemment, après la déprogrammation, c'est le soin, pour revenir encore une fois. Alors, le soin, bien évidemment, vous l'avez compris que le soin énergétique, c'est d'envoyer de la lumière sans sur soi-même ou vers un partenaire, et que cette lumière-là a pour objectif donc de rétablir ce que j'appelle la négantropie, c'est-à-dire cette forme de fluidité énergétique qui fait que dans mon corps, je n'ai aucun heurt, aucun obstacle, que l'énergie circule de plus en plus aisément. En faisant ça, par contre, si je suis attentif à ce qui se passe pendant que je fais ça, je vais constater qu'il y a des réactivités, des résistances qui peuvent se manifester dans le champ énergétique, dans l'aura et dans les chakras. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a des émotions, des blocages, des mémoires figées qui sont là et que si j'envoie de l'énergie dans ces structures figées qui sont en moi, ben c'est sûr que mon partenaire peut se cambrer, peut se renfermer, peut empêcher le mouvement, peut se sentir inconfortable parce que quelque part, je suis en train de lui apporter une forme de fluidité qu'il n'est pas capable d'assumer. Parce que justement, la fluidité, c'est comme un sentiment d'harmonie avec lui-même, un sentiment d'équilibre avec lui-même. Et s'il n'a jamais expérimenté cet équilibre-là, ben, la première réaction qu'il va avoir, c'est effectivement de se dire non, je n'en veux pas de cette énergie-là que tu me donnes, parce qu'elle vient trop me déstabiliser, elle vient trop me déséquilibrer. Ainsi, j'ai toujours été une victime, moi, dans ma vie. Et qu'on m'envoie de l'énergie en moi, et que cette énergie-là, quelque part, me fait ressentir que je pourrais être autre chose que la victime que j'ai toujours été, et que je n'ai jamais été préparé à ça, ben je vais bloquer, je vais empêcher ça. Je vais dire, ben non, je ne peux pas être autre chose que ça. C'est pas possible. Je n'ai jamais été autre chose que ça. Donc, vous comprendrez que
la déprogrammation de la mémoire cellulaire, c'est là qu'elle devient très intéressante parce qu'elle me permet d'interagir avec les informations qui sont figées, les énergies qui empêchent le mouvement de prendre forme. Et qu'en déprogrammant, ben, ça me permet ensuite de revenir vers le soin énergétique pour rétablir la fluidité d'une façon de plus en plus profonde et de plus en plus équilibrante. Et c'est comme ça qu'on va finalement favoriser donc un équilibre de plus en plus important dans le champ énergétique de mon partenaire tant que sur moi. Quand je fais une pratique sur moi, quand je fais une pratique sur une personne, c'est ça qu'on va chercher donc à établir de cette façon-là. Alors évidemment, l'autre élément que je voulais apporter, c'était la notion spirituelle, parce que là, on a vu qu'il est possible dans notre champ, dans l'oreille, dans les chakras, de travailler sur l'aspect énergétique, donc l'aspect santé, et l'aspect psycho-émotionnel, plus particulièrement au niveau de la mémoire, on peut voyager dans le champ énergétique pour constater qu'il y a énormément d'informations mémorielles qui peuvent être présentes et qui peuvent empêcher donc la circulation énergétique de se produire. Et l'aspect spirituel, finalement, c'est une autre façon d'aborder l'aura et les chakras et qui est un autre modèle, une autre façon d'envisager les choses, mais qui se pratique de la même façon. C'est-à-dire que moi, je peux regarder la personne qui est devant moi et je peux constater que cette personne-là a donc un champ biolumineux autour d'elle, hein, et je peux constater que ce champ biolumineux-là, je peux le diviser en couches. Alors, en couche, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que je peux me projeter dans la dimension énergétique de mon partenaire, donc d'aller évaluer son potentiel santé. Je peux me projeter dans sa dimension émotionnelle, donc d'aller voir les mémoires émotionnelles qui peuvent être présentes dans son champ énergétique. Je peux me projeter dans sa dimension, dans son champ mental, donc de constater les pensées qui peuvent être obstructrices dans son évolution. Et je peux aller voir sa dimension causale, donc les mémoires d'autres vies qui peuvent empêcher son cheminement et son évolution. Et je peux ensuite me projeter en spirituel pour finalement accéder à ce qu'on pourrait appeler le champ des possibilités, et de favoriser donc à quelque part un champ d'énergie qui deviendrait plus expansif et qui permettrait la transformation à prendre forme. Donc, vous voyez, ça, c'est une autre façon d'aborder l'équilibre de l'oreille des chakras, de concevoir effectivement que dans mon regard que j'ai de mon partenaire, je peux également aussi me projeter dans des champs de conscience pour être capable de me mettre en relation avec des informations plus spécifiques dans le champ énergétique de mon partenaire ou de moi-même, encore une fois. Je ne sais pas si vous me comprenez par rapport à ça, si c'est clair pour vous. N'hésitez pas à me le faire savoir dans le chat pour que je sache que vous êtes avec moi et que vous me suivez adéquatement dans cet aspect-là. Alors évidemment, on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Alors je me suis dit peut-être que c'est intéressant, évidemment, de proposer une expérimentation de ce genre d'exercice-là pour que vous puissiez un petit peu comprendre davantage ce que je veux dire à travers donc un exemple, une démonstration que je pourrais faire avec une personne d'entre vous. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aura envie que je me prête au jeu avec elle. Donc, dans le chat, vous pouvez me le faire savoir. Il y a Béatrice Boulanger qui me dit « Je veux bien ». Est-ce que tu as un thème particulier, Béatrice, ou je me laisse guider simplement par ce qui va être présent? Si tu me réponds à ce sujet-là, je me laisse guider. D'accord. OK. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va faire 2 démonstrations pour mettre en évidence la différence entre les aspects. Le premier, c'est sur l'aura et les chakras et la nature énergétique et psycho-émotionnelle, entre autres, plus spécifiquement. Et ensuite, je vais revenir avec l'autre aspect, donc l'aspect plus spirituel, pour faire la différence, pour vous montrer un petit peu la distinction à faire entre les deux. Ce sont 2 approches qui sont enseignées, parce que vous savez sans doute que je lance une formation sur ce thème-là, quelque part, que je vous présente aujourd'hui. Je vais y revenir plus en détail, mais ce sont 2 techniques qui sont enseignées dans l'approche. Donc, c'est ça un petit peu qui va être intéressant. Donc, Béatrice, je reviens vers toi. Donc, je vais regarder plus l'oreille et chakra avec toi. Toi, Béatrice, la première chose que je sens de toi, là, je fais une caricature, hein, je ne te dis pas que c'est une réalité objective que je te fais, mais c'est plus comme une vision globale de ce que je vais te décrire. Alors moi, ce que je vois, c'est comme si au niveau de ton bassin et de tes pieds, comme au niveau de ton champ énergétique, il y a un effondrement. L'effondrement, pour moi, c'est quand on est, par exemple, il y a une forme de tristesse qui est en nous et on se dit à quelque part qu'on ne veut plus se lever. On ne veut plus se lever dans notre expression de nous-mêmes. Parce que si on se lève, on a l'impression quelque part qu'on est mal accueilli,
qu'on n'est pas comprise, qu'on n'est pas accepté. On est fatigué de ça parce que c'est comme si on a fait beaucoup d'efforts pour essayer de se faire valoir, se faire entendre, se faire reconnaître, et qu'à chaque fois, quelque part, ben, on a vécu une certaine forme de déception, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est ça un petit peu que je sens dans un premier temps, et que ton champ énergétique est concentré particulièrement dans le bas de ton corps, comme s'il y avait quelque chose de fatigué à essayer de se lever, puis de ne pas être capable d'arriver à se lever, justement. Donc, on était resté un peu comme effondré sur le sol. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire par rapport à ça. Alors, je vais prendre la parole, ça sera plus simple que d'écrire, je me permets. Donc, Oui, oui. oui, je pense qu'il y a quelque chose qui est juste dans ce que tu énonces. Euh, alors, bon, j'ai eu aussi des accidents, donc qui font peut-être que ce que tu dis est vrai, mais c'est intéressant. Je pense qu'il y a quelque chose qui est juste au niveau des efforts qui sont faits pour effectivement avoir une vision différente de la vie qui fait qu'on est souvent rejeté. Alors, c'est pas vraiment un rejet dont on souffre, mais en fait, on n'est pas accepté pour ce qu'on est, en fait. C'est Mhm. cette sorte de rejet. Je parle pas d'un rejet ou si tu veux, mais en fait, il y a une sorte de lassitude à essayer de chercher à, à montrer ce qu'on est alors que les gens n'en cherchent pas à comprendre, en fait, ou à connaître. On va plutôt le dire comme ça. OK. Alors, donc, ça, c'était un peu, évidemment, là, on fait une démonstration, donc on ne se lance pas dans des trucs très Bien approfondis. sûr. Mais la première chose, c'est ça, c'est que la deuxième étape, ce serait, maintenant que j'ai fait un petit peu le constat, ça, c'est le constat. Le constat, ça ne change pas grand-chose, on constate quelque chose. Là, on fait une action pour changer les choses. Donc, on va faire la déprogramation. Je vais demander à cette région de ton corps qu'est-ce qu'elle a besoin. Je vais lui donner, puis je vais te dire qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Ça va? Ça va très bien pour moi. Je laisse le son, hein. Oui. Tu vois, il y a quelque chose que j'observe à travers ça, qui est intéressant, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est que quand je demande à ton corps qu'est-ce qu'il y a de besoin, c'est comme s'il ne voulait pas, à quelque part, me dire qu'est-ce qu'il y a de besoin parce qu'il y a trop mal. Pourquoi il y a trop mal? Parce qu'à quelque part, il y a le sentiment, il y a plein d'espoir qu'il y a déjà eu. Hein? C'est comme ça que je sens ça, comme s'il y avait eu plein d'espoir, plein de fantasmes ou d'idéaux, d'aspirations, de quelque chose qui serait harmonieux, qui serait équilibré, tout irait bien, comme une espèce de fantaisie autour de ça, et qu'il y a eu énormément de déceptions. Donc, on ne veut surtout plus, à quelque part, y croire, parce qu'à quelque part, on est tellement déçus que c'est un peu comme si on était même en train d'entrer, de façon exagérée, qu'on est en train d'enterrer quelque chose, comme si on reconnaissait que ça ne nous était plus accessible, ça. Je ne sais pas si tu me suis par rapport à ça, Béatrice. Disons que je n'ai pas en fait perdu l'espoir, parce que le fait est que je crois encore, ça c'est quand même une force, mais c'est vrai que c'est une quête quand même que j'ai depuis que je suis petite, si tu veux. J'ai Mm. 60, aujourd'hui j'ai 64 ans, donc si tu veux, j'ai toujours cet espoir en moi, qui me tient en vie d'ailleurs, hein, parce que je suis en quête de quelque chose. Par contre, c'est vrai que certainement, il y a eu des mémoires quelque part qui se sont. Alors, je souffre pas de mémoire. En fait, c'est ça qui est très étonnant, c'est que je ne souffre pas. Je ne suis pas quelqu'un qui est en souffrance. J'ai de l'espoir, j'ai de la joie. Par contre, une certaine lassitude euh, de, de voir les gens qui s'embourbent dans des modèles, en fait, et puis qui ne veulent pas en sortir parce que c'est leur zone de confort. On va le dire comme ça. Du coup, j'ai Mm. plus envie de parler Ouais, pour mais ne rien dire, en fait. Voilà. mais tu vois, si on regarde au niveau du soin énergétique, par exemple, c'est que quand on essaie d'émettre de l'énergie dans la région de tes jambes, de ton bassin, tu vois, Ouais. euh, c'est un peu comme quand on dit à quelqu'un, j'en ai assez, j'en ai assez, j'en ai assez. Quand on s'adresse à plein de monde, puis qu'on dit qu'on en a assez, c'est-à-dire qu'à quelque part, quand on dit qu'on en a assez, c'est parce qu'à quelque part, on n'a plus envie de subir des situations, des relations qui ne nous conviennent pas, tu vois. Et j'ai Mm. l'impression que justement, cette idée de se lever debout, ben, ça implique à quelque part une décharge émotionnelle. Une décharge émotionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part, je n'ai plus envie, je n'ai plus envie, je n'ai plus envie. Toi, c'est ça la décharge. C'est un peu comme un constat qu'on n'a plus envie. Donc, on ne veut plus se contaminer avec des gens qui ne nous apportent pas quelque part ce qu'on recherche et ce qu'on veut. Donc, on est obligé quelque part de reconnaître qu'à l'état de nous-mêmes, on a une forme de fierté, une forme d'espoir, puis une forme de, comment dire, une forme de conviction
d'ambition, quelque part, de croire qu'on peut avoir mieux que ça, tu vois. Et j'ai l'impression que à travers cette reconnaissance que je te décris, où on dit j'en veux plus, il y a des choses que je veux plus, j'ai l'impression que c'est là qu'on retrouve effectivement l'espace pour que se créent des nouvelles relations, des nouvelles conditions plus favorables pour toi à ce moment-là. Je ne sais pas ce que tu en penses de Ça peut ça. être vrai, oui, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, j'ai fermé la porte. Alors, c'est fermer la porte, c'est même pas moi qui ferme la porte, c'est la porte qui se ferme toute seule. Beaucoup de relations, si tu veux, que ce soit des relations amicales ou autres, où je laisse les gens partir, en fait. Aujourd'hui, je ne cherche plus à retenir ce qui sort, en fait. J'en suis là, exactement, hein. Ça crée un grand vide, hein, quand même, dans la vie. Mais ne plus chercher, en fait, à rattraper des choses qui n'ont pas de sens. Ouais, puis c'est ça. Puis moi, ce que je vois de ça, c'est l'aspect douceur et l'aspect féminin de ta personne que tu commences à reconnecter avec. Parce que je pense que tu étais quelqu'un, on pourrait dire ça comme ça, tu sais, qu'on dit fidèle. Quelqu'un qui est Mm. fidèle, c'est quelqu'un qui lâche pas le morceau facilement. Oui, tout Et à fait. quand on lâche pas le morceau facilement, on est déconnecté quelquefois de soi-même parce qu'on ne tient pas compte de notre sensibilité, de notre fragilité, de nos envies, de nos désirs, parce qu'on va être fidèle. Et là, je pense que tu es en train de reconnecter avec, hey, j'ai le droit d'exister, moi. Et parce que Mm. tu as le droit d'exister, mais tu crées de l'espace pour que toi, tu puisses exister et que tu puisses peut-être créer des relations qui vont être plus en harmonie avec ce que tu es réellement. Tu comprends? C'est ça, tout à fait. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette quête d'être en... Quel que soit le nombre, je ne cherche pas le nombre, je cherche, si tu veux, c'est plutôt l'envie d'être dans des relations qui sont vraies, authentiques. Bon, je suis complètement indépendante, hein, on en a parlé tout à l'heure dans ta présentation. Donc, je ne cherche pas les gens par besoin, en fait, hein, ça c'est clair. Mhm. Donc, on est dans un autre modèle de relation que celui qui est généralement en cours, enfin, dans société, l'ancienne société, on va le dire comme ça, puisque il y a beaucoup de changements qui sont en cours, je Mais pense. c'est tant mieux, hein, quelque part, que tu sois davantage connecté avec ça. Mais moi, je te dirais quelque part qu'il y a certainement comme un genre de balayage, parce que finalement, qu'est-ce qui a fait que tu étais aussi, que tu es effondré, c'est parce que quelque part, tu n'as pas permis à l'épanouissement de s'exprimer. Tu vois, l'épanouissement, c'est quoi? C'est la femme, justement, qui se détache de l'extérieur. Puis qu'est-ce que se Oui, détache? Elle n'a plus à ça, rien. je me suis Il n'y a détachée plus rien. beaucoup. Alors, par Mhm. contre, effectivement, si tu veux, je n'ai jamais pu trahir mon être intérieur depuis que je suis enfant. C'est comme si j'avais en moi comment, une conviction que je ne pouvais pas, en fait, j'avais mis une armure pour me protéger, mais mon enfant intérieur, je l'ai protégé parce que je savais que c'était quelque chose de précieux. Par Ouais. contre, il y a un moment où il y a quelque chose qui a explosé. Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup le bas du corps qui a été touché. Par exemple, j'ai eu un accident de moto qui m'a laissée handicapée. J'ai mis 10 ans à me relever, tu vois, donc à remarcher alors qu'on m'a dit: «Vous ne remarcherez jamais». Heu et j'ai également au niveau de, alors je ne sais pas si c'est le chakra racine, mais j'ai problème de santé au niveau du, on va dire sur la zone entre le chakra 1 et le chakra 2, si Mhm. tu veux. Donc je sais que ce n'est pas grave parce que ça fait 20 ans que j'ai ce problème et je sais que, Ouais. tu vois, que Et c'est sûr que moi, ce que je te dirais par rapport à ça, c'est que quand on a un effondrement énergétique comme celui que tu as, ça indique à quelque part une fatigue. Alors, la mmh, fatigue, à quelque part, comme je te dis, c'est pas on ne condamne pas en disant, ben, t'es fatigué, puis c'est comme ça jusqu'à la fin de tes jours. Il y a donc une attention à porter à ça. L'attention, mmh, évidemment, c'est de redonner de l'énergie vers le haut, tu vois. Et redonner de l'énergie comment? Mais c'est en reconnaissant quelque part ton désir de t'affirmer, que tu es en train de vivre, que tu reconnais, que tu retrouves ton enfant à quelque part dans toi, que tu es en train de lui redonner le droit d'existence. Ça, c'est quelque chose de très positif. Ça peut être également par des plantes ou des produits naturels qui vont fortifier quelque part les glandes urinaires, qui vont fortifier le bas du corps pour leur redonner une vitalité. D'être attentive à ça, c'est tout ça quelque part qui va te donner l'opportunité de ramener à quelque part la vie vers le haut du corps, parce que c'est ça quelque part qui est essentiel, parce que le potentiel santé dont je parlais tantôt, ben, il peut se manifester que quand l'énergie, elle circule de façon fluide et harmonieuse partout, tu vois. Dans ce mmh, cas-ci, ce qu'on voit, c'est une forme de fatigue. Donc, ça, c'est dans la vie, hein. On est tous confrontés à des périodes de fatigue ou des périodes de stress, des périodes de fragilité. Et c'est là qu'on s'accompagne. S'accompagner, c'est justement de favoriser le potentiel santé pour qu'on soit capable d'avoir vraiment une situation de santé la plus optimale. Tu vois? mmh. D'accord. Ça va? Merci beaucoup en tout cas. Moi qui t'en remercie. Donc, c'est ça. Alors, là, j'avais envie de faire une deuxième démonstration concernant donc davantage cet aspect de l'alignement de l'âme là, que je vous ai parlé avec les couches. C'est un petit peu que j'avais envie de vous proposer. Il y a une question qui est posée par Florine, mais c'est difficile pour moi de répondre. Qu'est-ce qui explique les troubles neurologiques? J'ai des neurospasmes que du bras droit depuis des semaines, les spécialistes ne savent pas. Alors, c'est certain que
la chose à penser, c'est qu'au niveau de tes vertèbres, hein, certainement, quelque chose qu'il faut peut-être aller chercher un coup d'œil, puis faire une investigation plus prononcée. Euh, Moi, ce que je peux te donner quand même, c'est l'information, mais là, l'objectif, c'est pas de faire de répondre à des questions aussi précises dans la conférence, c'est plus de faire des démonstrations. Euh, donc, et je demanderais donc à la première personne qui se présente à moi là, dans le chat, c'est avec cette personne que je vais le faire, la démonstration. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de se présenter à moi, ben, je vais prendre cette permis à cette personne-là qui va après dans le chat. OK, ben, c'est Florine qui s'est présentée. Donc, Florine, je ne vais pas travailler sur ton problème comme tel, je vais plus regarder la globalité de ce qui est là, OK? Bien sûr. Merci. Toi, la chose que je te dirais par rapport aux couches énergétiques, évidemment, comme je l'ai dit, c'est comment on fonctionne avec l'alignement spirituel de l'âme. C'est un peu comme si on regardait le corps et que le corps était animé par plusieurs couches au-dessus de son corps physique, une couche énergétique, une couche émotionnelle, mentale, causale, spirituelle, comme je disais tantôt. Et moi, je regarde un petit peu qu'est-ce qui ressort de la globalité de tout ça. Et ce que je vois de toi, Florine, dans un premier temps, c'est la couche énergétique qui est effondré au niveau de la région du bassin. OK, de la même façon, peut-être que tout à l'heure, un peu avec la personne précédente, mais c'est ça un petit peu que je perçois. Alors, pourquoi que c'est comme ça? Mais j'ai l'impression, quelque part, c'est un peu comme le sentiment que, tu sais, quand on dit je lâche prise. Alors, lâcher prise, c'est pas une mauvaise chose, mais quand on lâche prise au point de dire, bon, ben, je laisse tout tomber parce que j'en ai marre, j'ai plus envie, c'est un peu comme quelque chose, un relâchement qui est trop important. C'est un peu comme le sentiment, quelque part, j'ai à la limite plus envie de vivre. Tu vois, c'est un peu exagéré ce que je dis là, mais pour faire une caricature de la situation qui est perceptible au niveau du champ énergétique, au niveau de la région du bassin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce que je viens de te dire. En fait, moi, je travaille beaucoup sur mon bassin parce que je suis prof de yoga, donc je travaille beaucoup sur mes chakras du bas. Et c'est vrai que moi, maintenant, je découvre le lâcher prise, donc ça me fait beaucoup de bien. Maintenant, il y a beaucoup de doutes et de peurs aussi par rapport à ce lâcher prise. Oui, mais parce que dès qu'on interagit avec ce champ énergétique-là, quelque part, qu'est-ce qu'on voit finalement, c'est que tu me parles de ce champ énergétique-là, du lâcher prise au chakra racine, mais on va pas les mettre du chakra couronne. Tu vois, le chakra couronne est à quelque part la femme sacrée. La femme sacrée se trouve là. Et la femme sacrée, finalement, elle se retrouve dans une position où elle est obligée de se tendre. Elle est hyper rigide, cette femme-là, la femme sacrée. Elle est hyper rigide. Et c'est là que je pense à ton problème d'espace de ton bras. Hein. C'est-à-dire que cette rigidité au niveau de ta colonne est très, très importante. Et elle fait quelque part qu'il y a de l'inflammation au niveau des nerfs, au niveau de la colonne vertébrale. Alors, je pense que ça, c'est quelque chose que tu pourrais jeter un coup d'œil. Puis c'est certain que cette femme sacrée, pourquoi elle est comme ça? Mais parce qu'à quelque part, elle, ce qu'elle veut, c'est comme s'il y avait les grandes émotions. La femme sacrée, c'est la femme qui se reconnaît dans sa grandeur, mais la grandeur qu'elle a, elle semble finalement, tu sais, quand on dit je vais être reconnu par quelqu'un qui ne me reconnaît pas, mais ça va créer quoi en moi? Ça va créer de la frustration, du mécontentement, de la déception, parce que quelque part, je fais des efforts pour que quelqu'un me voie qui ne me voit pas. Donc, moi, je développe à quelque part une forme de frustration à ce moment-là. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là-dedans entre le chakra racine, le lâcher-prise, c'est la femme, à quelque part, que je vais exagérer en disant comme ça, mais un peu la femme qui laisse tout tomber parce qu'elle est une victime, elle n'est pas capable d'être reconnue, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'elle voudrait être. Donc, à quelque part, elle laisse tout tomber. Et ça lui fait du bien parce que d'une certaine façon, elle enlève la pression avec la femme sacrée, parce que la femme sacrée est hyper tendue, elle. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire par rapport à ça. Oui, il y a effectivement une ambivalence en moi, donc je suppose que c'est ça. L'ambivalence, tu veux dire quoi? Il y a une rigidité, oui, assez forte, et en même temps, il y a une grande curiosité et beaucoup d'espoir. Oui, bien sûr, mais tu sais, quand on cherche à rétablir le mouvement dans cette première couche-là, quelque part, la chose qu'on voit finalement, c'est qu'il y a une femme de jeu et de plaisir. Alors, la femme de jeu et de plaisir, c'est une femme, effectivement, qui doit se sortir tu sais, des moules dans la vie, hein, des moules, quelles que soient les professions, quel que soit les travails, quel que soit, on se crée des moules, on se crée comme des conceptions de comment on doit être dans certaines situations, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en toi
qui a besoin de rétablir le chakra racine avec le chakra couronne. Et pour moi, c'est beaucoup relié au plexus solaire, dans le sens, puis ça touche beaucoup la notion de retrouver quelque part l'enfant qui a envie d'avoir du plaisir, qui a envie de s'affirmer, qui a envie d'exister dans une forme de légèreté, tu vois. Et j'ai l'impression que dans les deux cas, dans le chakra racine et dans le chakra couronne, il n'y a pas le plaisir tant que ça. Il y a quelque part des situations, effectivement, d'austérité. Le chakra racine, pour moi, c'est un peu comme l'austérité. Et le chakra couronne, mais c'est un peu tout ce qu'on voudrait avoir. Et il y a quelque part, il y a quelque chose qu'on oublie là-dedans. C'est OK, c'est bien beau être dans l'un ou dans l'autre, mais est-ce que tu as du plaisir? Est-ce que tu as ce qui est agréable? Est-ce que ça te fait plaisir? Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à ce niveau-là que tu dois apprendre à rétablir en toi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, ça me parle. Voilà, tout ça est à méditer. Oui, Merci puis moi, je te beaucoup. dirais, vraiment, au niveau de ta colonne, à quelque part, par rapport à ton problème que tu me décrivais, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une tension importante au niveau de la région, de la région thoracique, etc., le plexus solaire, là, comme des tensions importantes à cet endroit-là. Donc, ce serait sans doute intéressant euh, de jeter un coup d'œil là-dessus parce que moi, je pense que derrière tout ça se cache la colère. Et la colère, ben, tu sais, les bras, par exemple, ben, à quoi ils servent des bras? Ben, ça peut gifler. Là, un bras, ça peut Tout à mettre fait. une gifle à quelqu'un, tu vois. Ça peut frapper. À quelque part, il y a quelque chose là-dedans qui s'est pas permis de s'articuler autour de toi, c'est-à-dire ce droit à ton existence. Le droit à l'existence, c'est le droit de prendre sa place, le droit quelque part de dire ce qu'on veut, de dire ce qu'on ne veut pas, d'expérimenter le plaisir d'exister sans être prisonnière de quelque chose, de quelqu'un. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là qui serait exploré aussi à ce niveau-là. Tu me suis, ça Mm. va? Oui, 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 j'ai pris quelques notes, merci. Là, on va essayer de voir un petit peu juste pour voir un peu l'alignement avec l'âme, pour voir, parce qu'il y a comme des couches. Hein. Donc là, on a vu que le champ énergétique dans ton cas était un peu perturbé. Là, on essaie donc de le rétablir un peu. Mais moi, ce que je sens de toi aussi, au niveau du mental, au niveau de l'émotionnel, ça localise beaucoup dans le cœur, tu vois. Comme ça, quelque part, ton champ énergétique ne s'expansionnait pas au niveau de tes émotions et de ton mental. Et pourquoi? Mais parce que justement, il y a une espèce de, tu sais, quand on est convaincu, quand on doit quelque part quelque chose, qu'on doit, quand on doit nourrir quelque chose, il faut que ça existe. Par exemple, dans une relation amoureuse, c'est une relation amoureuse, elle existe par elle-même. Maintenant, si on fait plein d'efforts pour que quelque chose existe, ben quelque part, on dépense de l'énergie pour garder quelque chose en vie qui n'existerait pas si nous, on se désinvestissait ou qui existerait très peu. Et j'ai l'impression qu'au niveau de ton cœur, le champ énergétique mental et émotionnel reflète à quelque part un besoin que toi tu as de te sortir, je vais dire ça comme ceci, de ton mental et de ta réflexion pour accéder justement davantage à la femme de joie, de cœur aussi, qui est en toi, qui a envie effectivement de s'épanouir en arrêtant donc de s'inventer, de se raconter des histoires. Quand je dis raconter des histoires, je veux dire simplement que quand on est convaincu que quelque chose doit exister, on se raconte des histoires pour le faire exister. Quand on reconnaît que ce quelque chose-là pourrait ne pas exister, on se permet de reconnaître qu'il ne pourrait ne pas exister à ce moment-là. Tu comprends? Oui, c'est lié à la reconnaissance sociale finalement. Le mental, il tourne en boucle pour trouver une place correcte. Oui, puis une place sociale, mais une place relationnelle aussi. Je pense que ça peut aussi également regarder les relations, c'est-à-dire que euh, il y a comme quelque chose à quelque part qui ne se permet pas de cette plein épanouissement de la femme, parce que justement, la femme sacrée, qu'on disait tantôt, je pense, c'est une femme à quelque part qui prend beaucoup de place dans ta vie, parce que quelque part, elle t'impose plein de choses. Elle t'impose plein de choses parce que pour elle, la femme sacrée, elle doit avoir ceci, cela, tu sais, avec une espèce de rigidité là-dedans. Et cette rigidité, elle fait de toi quelqu'un qui ne peut pas se permettre de vivre le plaisir aussi facilement parce qu'elle est pleine de contraintes dues à cette rigidité-là. Tu comprends? Mm. Et que c'est sûr que, bon, l'idée, c'est de faire une démonstration, donc c'est pas faire un truc trop long, mais je pense à quelque part que quand on essaie de rétablir la connexion avec l'âme, dans ton cas, mais c'est certain que la connexion de l'âme, elle passe justement par une régénération de l'être qui est en toi. Puis ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que finalement, de te rendre compte qu'au fond de toi, il y a une femme, je vais dire ça comme ceci, d'une façon caricaturale et exagérée, qui est triste, OK? Elle est triste, cette femme-là. Et pourquoi elle est triste? Mais parce qu'elle sait, elle a porté sur ses épaules des choses trop lourdes pour elle. Elle s'est mise dans des projets, dans des objectifs, dans des envies trop élevées pour elle. Et que parce qu'elle a cette tension sur elle, ben, quelque part, elle ne peut pas justement s'alléger. Et je pense que la régénération consiste justement à reconnaître
c'est quoi qu'on a envie de notre vie aujourd'hui et demain, c'est-à-dire de qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai envie de faire demain, qui va me permettre de m'alléger. M'alléger, ça veut donc dire quelque part de remettre en question tout ce qui ne me convient plus. On va y arriver. Donc, est-ce que tu m'avais donné des commentaires sur ce que je t'avais dit? C'est Florine, hein, c'est ça? Oui, oui, j'ai dit que effectivement ça faisait sens et donc j'ai compris que je devais surtout aller vers une régénération pour m'alléger. Ça me parle. OK. Bon, mais écoute, je te remercie. Donc, on s'arrêterait ici, c'est bon? Oui, merci. Je te remercie aussi. Alors, donc, nous avons, euh, nous arrivons tout doucement donc, vers la finalisation de cette conférence-là. Donc, l'idée, c'était un petit peu de vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait. Donc, je pense que j'ai pu expliquer à Florine là, qu'on peut donc voir le corps comme un corps physique, puis il y a des couches énergétiques au-dessus du corps physique, et c'était un peu l'essence, c'était un petit peu vous montrer qu'il était possible d'envisager l'aura et les chakras à travers cette grille de lecture-là. Donc, on peut s'amuser dans la pleine conscience intuitive pour avoir différents points de vue. Et ces différents points de vue-là font que la lecture s'enrichit évidemment par le fait qu'on adopte ces points de vue-là et qu'on peut arriver donc à voyager dans le champ énergétique d'une personne pour arriver à comprendre mieux qu'est-ce qu'elle est sur plusieurs points de vue. Et comme je disais tantôt, on peut aller voir l'enfance, le travail, les relations. Donc, ça permet de répondre à beaucoup de questions dans une même consultation, quelque part, quand on effectue ça. Donc, il y a une formation que je vais proposer c'est la formation de base professionnelle. Et sans doute que je vais vous envoyer donc à tous les gens qui se sont inscrits à cette conférence-là les informations qui vous permettront de jeter un coup d'œil si cela vous intéresse. Alors, c'est une première fois que je vais la faire depuis très longtemps, cette formation-là, et surtout avec l'idée justement de la spirale évolutive, qui est donc ce fameux livre là, qui a été écrit, qui va vous permettre donc de mieux utiliser donc la pratique intuitive pour justement être en mesure donc d'appliquer la pratique intuitive tant sur la dimension personnelle, c'est-à-dire d'apprendre à vous soigner, vous, autour des chakras, de l'aura et des mémoires, comme on a vu tout à l'heure, dans un volet donc orienté sur la santé, potentiel santé, donc comment je peux équilibrer mon énergie vitale pour augmenter mon potentiel santé, comment je peux aider une personne à augmenter son potentiel santé, tout en reconnaissant que dans ce potentiel santé-là se trouvent des informations associées donc à mon histoire personnelle, à des mémoires d'autres vies, à mon histoire familiale également. Donc, on apprend justement à combiner ces aspects-là pour effectivement donc vous accompagner à développer cette habileté intuitive-là pour être en mesure progressivement de devenir un thérapeute, hein, c'est-à-dire que la formation professionnelle, on apprend à le faire sur soi pour commencer, mais on apprend donc évidemment à le faire un partenaire pour travailler sur soi, pour soigner sur le potentiel santé, soigner le potentiel psycho-émotionnel pour qu'il soit de plus en plus en harmonie avec nous et travailler sur le potentiel spirituel de façon à harmoniser justement l'être humain avec qui qu'on est en train de soigner sur tous les aspects de sa personne. C'est vraiment ça l'objectif de cette formation professionnelle de base qui nous permet donc de faire un survol des grandes applications de la pleine conscience intuitive parce qu'il faut savoir qu'il y a une formation plus avancée par la suite qui nous permet d'approfondir ces notions-là. Mais avec ça, vous avez quand même quelque chose de très intéressant. Et si ça vous intéresse, bien évidemment, la formation commence par un programme qui s'appelle le programme Alignement, qui vous permet de faire une démarche personnelle pour apprendre à travailler sur vos propres chakras et les états de conscience qui sont associés à ceux-ci. Donc, c'est un programme qui commence le 14 mars, donc c'est très bientôt. C'est un programme qui est offert gratuitement, en fait, une promotion, puisque c'est un programme qu'on peut prendre seul si vous en avez envie. Mais ça, je vais vous envoyer donc un lien qui va vous permettre de vraiment jeter un coup d'œil sur chacun des programmes. Le programme Alignement est donc un programme autonome que les gens peuvent prendre d'un point de vue individuel pour se soigner. Mais on peut également aussi suivre la formation professionnelle de base, puis bénéficier de ce programme alignement-là gratuitement pour pouvoir justement commencer la formation très bientôt. Et vous avez également le week-end d'introduction en ligne de base qui vous est proposé en ligne parce qu'il n'aura pas lieu tout de suite. Donc, je me disais que c'est intéressant pour vous de pouvoir bénéficier de ce week-end d'introduction de base dès maintenant. Donc, ceux qui s'inscrivent à cette formation-là ben, auront accès à ces deux éléments-là pour se mettre tout de suite en action. Le 8 et 9 juin, vous avez un week-end à Nantes qui va vous présenter donc comment utiliser la pleine conscience intuitive pour soigner l'aura et les chakras, tant sur soi qu'un partenaire. Là, on va focuser davantage sur la dimension énergétique, mais ça va être un enseignement très, très concentré dans lequel vous allez vraiment avoir des outils en main pour travailler sur vous et travailler sur un partenaire.
Il va y avoir donc en octobre un week-end qui, lui, va proposer la psycho-émotionnelle, donc les soins psycho-émotionnels orientés sur les chakras. Donc là, on va vraiment plus aborder la spirale évolutive dans sa globalité. Et vous avez également un enseignement qui va être proposé pour finaliser ça sur l'alignement de l'âme, qui lui va être proposé probablement donc en novembre, quelque chose comme ça, et qui va finalement ensuite être suivi par une supervision que vous allez apprendre, que vous allez faire pour effectivement bénéficier d'une attestation, d'une certification de cette formation-là. Donc, si ça vous intéresse, bien évidemment, vous pouvez donc attendre tout simplement le lien que je vais vous envoyer dans les prochains jours qui va vous faire part un petit peu de la présentation de la formation et j'inclurai des promotions que je vous expliquerai en détail plus à ce moment-là, qui vont vous permettre donc de bénéficier gratuitement de certain nombre d'avantages pour un prix qui sera très avantageux. Vous allez voir que mon objectif pour le prix, en tous les cas, c'est vraiment d'être respectueux des conventions que l'on pratique normalement quand on donne des enseignements. Donc, de chercher vraiment à avoir des prix qui sont très, très, très raisonnables. Donc, la formation, je pense qu'elle sera sous cette mode de fonctionnement-là, le programme aliment également. Pour terminer, peut-être simplement vous mentionner qu'il y a un programme également que je donnais, que je présente, qui est un petit programme qui s'appelle Neurosciences et éveil, qui aura lieu donc le 2 et 9 mars pour les enseignements. Donc, c'est des samedis, 2 samedis. C'est 3 heures chacun de ces ateliers-là. Et vous avez de 9 h à midi, heure du Québec, 15 h à 18 h, heure de France. Et c'est un enseignement qui vous propose justement de travailler sur la pleine conscience intuitive pour favoriser donc l'éveil, tout simplement, et dans lequel vous apprenez des techniques de base de la pleine conscience intuitive. Donc, vous avez 2 journées qui vous sont proposées de 3 heures chacune, mais vous avez un bonus également d'un enseignement de 3 ateliers de 2 heures également, et vous avez un webinaire gratuit qui vous est proposé à la fin de ces 3 ateliers-là. Donc, tout ça, finalement, ce sont des enseignements que je vais vous présenter dans le lien, dans le mail que je vais vous envoyer dans les prochaines heures, prochains jours, et vous pourrez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Ça me fera plaisir d'y répondre. Alors, si vous avez des questions, des interrogations sur l'ensemble de ce qui a été fait aujourd'hui ou sur d'autres sujets que vous aimeriez poser comme questions, n'hésitez pas, ne soyez pas timide par rapport à cela. Sylvain, moi, je n'ai pas de questions particulières à poser, mais je crois savoir que quand vous allez venir en Bretagne, en Pays de Loire, vous allez faire une grande série de conférences en Bretagne au mois de juin. Oui, tout à fait. Tout à fait. Effectivement, c'est une tournée que moi, je ne sais pas si vous avez les informations à ce sujet-là, mais je n'ai pas devant moi la tournée comme telle. Mais il y aura donc une série de conférences qui va avoir lieu. Je vais me présenter. Est-ce que toi, tu as les informations, Dominique, là-dessus ou pas? Ben, je sais que vous devez intervenir sur Nantes, sur Vannes, sur Rennes, sur Châteaubriand. Vous devez intervenir surtout autour de Nantes. Et votre atelier, il doit être à Nantes également. Exactement. Et on ira jusqu'à Vannes, vous irez jusqu'à Vannes et jusqu'à Rennes. Exact. Exactement. C'est une Et tournée. jusqu'à Quimper aussi. Vous allez aussi à Quimper. Oui, oui, Quimper, effectivement, c'est ça. Donc, il y aura plusieurs villes, évidemment, pour des conférences, puis pour des consultations, ça sera plus à Redon que les choses vont se faire. Pour ceux qui seront intéressés durant ce séjour-là à me rencontrer, ça sera possible de le faire en consultation, en présentiel pour l'occasion, donc à Redon plus particulièrement. Puis à Quimper également, il y aura des possibilités de consultation aussi. C'est surtout ces 2 lieux-là dans lesquels il y aura des consultations, une série de conférences dans lesquelles il y aura des lectures intuitives en direct sont proposées également. Donc, ça peut être intéressant pour vous de bénéficier de ces consultations-là. Et le week-end d'introduction, le week-end sur les chakras, est un week-end qui est ouvert à tous. C'est-à-dire que c'est un week-end qui fait partie de la formation professionnelle de base, mais on peut choisir de le faire sans avoir le désir de faire la formation. Donc, c'est un week-end qui a donc une certaine autonomie pour ceux qui sont intéressés à le faire. Donc, c'est un plus qui pourrait être tout de suite. Peux-tu me dire si tu es au Québec? Alors oui, je suis au Québec, je suis à Sainte-Adèle. Il y a un week-end, actuellement, il y a un enseignement qui est Neurosciences et éveil, un enseignement qui est organisé par une personne de Montréal qui s'appelle Vox Populi. Et cette organisation-là, quelque part, bon, il est question que je donne un week-end sur la pleine conscience intuitive qui aurait lieu donc en mars probablement, mais ce n'est pas encore certain. J'attends évidemment que mon ordinateur me donne son OK à ce sujet-là.
c'est lui qui a un petit peu, qui est en réflexion à ce sujet-là. Mais ce serait possible que ça ait lieu, donc, mais ça, je pourrais le savoir, oui. Je viens avec les renseignements, ben, je ne sais pas, oui. Ben, c'est ça, ben, Vox Populi, donc, si il y a une annonce, si vous voulez avoir des informations sur moi d'une façon plus suivie, c'est certain qu'il faut être membre de mon newsletter qui vous permet de me suivre d'une façon plus officielle parce que j'envoie plusieurs fois par mois ou une fois par mois au moins une information qui vous donne le détail de tout ce qui s'en vient. Comme la tournée que je vais faire en Bretagne, ben, elle va être encore plus explicitée justement dans les prochaines semaines. Puisque justement, je vais davantage, je vais annoncer ma venue pour la France très bientôt à ce sujet-là. Et donc, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Attends, je vais vérifier ici, je vois que oui, peut-être. OK, on s'inscrit comment? Ben là, pour ce qui est de Montréal, à quelque part, ça serait le plus simple, ça serait de communiquer avec l'organisation Vox Populi, Jean Rivet, ou à la newsletter, mais c'est sur le site thérapie-intuitive.com. Il suffit simplement de faire thérapie, trait d'union, intuitive au pluriel, thérapie au pluriel aussi.com. Et là, vous allez, sur la page d'accueil, vous avez un endroit où vous pouvez vous inscrire. Et de cette façon-là, vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour vous allez savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, moi, je vais avoir beaucoup d'enseignements en ligne, je vais avoir beaucoup d'enseignements présentiels, surtout en Europe présentement, parce qu'au Québec, j'ai toujours la difficulté de trouver un organisateur qui pourrait s'en occuper comme tel. Donc, là, actuellement, Vox Populi pourrait être celui-là. Donc, si vous avez envie de mettre de la pression pour que Vox Populi soit motivé à faire un cours, ben, vous pouvez communiquer avec lui et puis lui dire que vous seriez intéressé à vous inscrire. Ça va le stimuler à mettre en place quelque chose de cet ordre-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions maintenant? OK, ben en tout cas, je tiens à m'excuser pour les petits problèmes, mais peut-être que je vais refaire la conférence pour la rendre peut-être plus fluide si je vois qu'il y a eu trop de moments difficiles pour en faire une conférence qui soit bien faite. Donc, je verrai ce que je vais faire, mais vous allez recevoir donc un lien d'une conférence très bientôt et ainsi que les informations associées à ce que j'ai dit aujourd'hui. Et si ça vous intéresse, bien évidemment, il y aura une occasion, je vous laisserai un petit lien pour prendre rendez-vous avec moi pour communiquer de vive voix si vous êtes intéressé à communiquer avec moi pour mieux cerner vos besoins, que ce soit au niveau de la consultation ou au niveau des formations, ben, vous pourrez communiquer avec moi directement à ce moment-là. Donc voilà, alors je vais vous remercier de votre patience et de votre intérêt sur l'enseignement. J'espère que vous avez apprécié la conférence et je vous dis donc à très bientôt pour une suite. Et donc, je vous envoie ça très bientôt pour le lien également pour l'ensemble des choses. Donc, à très bientôt. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Merci Sylvain. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci Sylvain. Merci. Merci.